Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe, le fondateur de Wooz, pour parler de sa société avec moi. Salut Jean-Philippe. Salut Thibaut. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de te recevoir dans mon studio. Je te propose dans un premier temps de te présenter à nos auditeurs pour nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Ouais, écoute, je m'appelle Jean-Philippe Couturier, j'ai une petite cinquantaine d'années. D'où je viens? Écoute, je viens d'abord d'un petit village normand et puis de façon inattendue, je me suis retrouvé à vivre une grosse partie de mon enfance en Afrique. Ça m'a donné le goût des voyages. Et puis 10 ans, j'ai un papa qui met un ordinateur dans les mains, ça me passionne. Donc je fais des études d'ingénieur en informatique. Alors je suis à ce moment-là balancé entre l'envie de coder et le plaisir de rencontrer des gens et de faire du business. Mais je commence dans l'informatique, je commence dans une entreprise extraordinaire qui est Capgemini pour faire de l'informatique. Okay. Il n'empêche que j'ai le goût d'entrepreneuriat depuis très longtemps, puisque en école d'ingé, il se trouve je me retrouve complètement par hasard à discuter avec le patron des taxis grenoblois qui me dit moi je veux refondre tout mon système d'information. Alors je dis ok et je suis étudiant, il me dit t'as qu'à le faire, et donc je le fais, et là je me retrouve dans un environnement incroyable, d'abord à présenter une application à des gens qui très vite me disent c'est super beau, c'est génial. Mais en fait, moi, je peux pas l'utiliser. Donc, j'apprends ce que c'est que l'utilisateur. J'apprends ce que c'est qu'une interface. Je me retrouve dans des situations incroyables. Je pense que je suis le seul étudiant de l'époque qu'on vient chercher en taxi pour emmener à la gare quand je repars chez mes parents. Voilà, donc je vis ce petit monde et puis je ressors parce que je me dis il faut que j'apprenne des méthodes. Donc je rentre chez Cap. Là, je rencontre des gens incroyables qui m'apprennent le métier d'informaticien, qui m'apprennent à livrer des projets. À l'époque, chez Cap, on appelle ça OTAS, on dit On Time and Above Customer Expectation. Et c'est super important. Et j'apprends vraiment ça dans un monde en plus des télécoms qui est en plein boom. Donc ça, c'est assez génial. Et ces missions m'amènent à Amsterdam où je rencontre deux personnes qui vont radicalement changer ma vie professionnelle. D'abord parce qu'ils vont me donner une opportunité chez Wanadoo aux Pays-Bas, et je deviens patron de l'ingénierie, de la production et des opérations pour les Pays-Bas, pour Wanadoo, avec un type d'abord qui est Bruno Chomel, qui est vraiment un personne de transfo, et puis Jean-François Fallacher qui en fait est un leader absolument incroyable. Donc j'apprends le leadership, j'apprends la transfo, j'apprends les gros projets avec eux. 2005, je me dis l'entrepreneuriat ça me manque quand même, donc je reviens en France, je crée un cabinet de conseil qui s'appelait Innoven, INOVEN, qui fait son petit bout de chemin. Très vite, je rachète un autre cabinet, Altenor. Ok, quand même. Je monte ce cabinet. C'est que ça marchait bien. Ouais, ça marchait très très bien. On avait pris le virage de la transfo digitale et de l'agilité. En 2005, il y en avait très peu. Et mais en fait, moi, quand j'ai commencé chez Cap, je comprenais pas très très bien cette dichotomie maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage qui venait du BTP. Alors, il y avait des informaticiens qui codaient des trucs qu'ils comprenaient pas, et puis il y avait des types qui géraient des projets mais qui comprenaient pas vraiment ce que faisaient les systèmes d'information. Donc moi j'aimais bien les deux, et donc je comprenais pas pourquoi on séparait les deux. Donc nous on menait des gros projets, c'était des projets de 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 jours hommes, et généralement des projets en crise qu'on reprenait. Et donc le cabinet marche bien, je rachète un autre cabinet, Altenor, je monte cette entreprise à une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, et puis j'ai l'opportunité de revendre à Orange Business Service, donc je revends ce cabinet. Ça ne se refuse pas. Et c'est là où ça m'amène finalement à créer Wooz, puisque pendant 10 ans je fais fonctionner un cabinet de conseil, je comprends comment ça fonctionne, je comprends les processus dans ce cabinet, et puis je monte un soft, et puis plein de gens me demandent si ils peuvent avoir accès au soft, et je leur dis non, moi je fais du conseil, je fais pas du soft. Et donc en partant de ce cabinet que j'avais revendu, je me dis tiens, je vais regarder le marché. Voilà. Alors, on en reparlera, je crois, après Wooz, donc je vais pas tout dévoiler sur Wooz, mais en parallèle, comme j'aime bien faire plein de choses, et que finalement, s'il y avait un mot qui résumait ce qui me plaît moi dans mon parcours et dans mon métier d'entrepreneur, c'est les rencontres. Eh bien, je rencontre en 2005, des gens incroyables chez Taïwan qui me disent tiens, on a un sommelier qui est extraordinaire, il a besoin d'un coach, tu pourrais le coacher. Puis je démarre une aventure incroyable avec un type qui est pour moi bluffant en dégustation. Voilà, on bosse ensemble, il gagne le meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France. Alors je coach un deuxième sommelier, puis un troisième, puis un quatrième, etc. Donc voilà, et je monte une boîte dans le vin. Quoi
Alors il y a beaucoup de domaines. On travaille beaucoup la dégustation à l'aveugle, on travaille beaucoup le jeu de scène. Il faut savoir que dans le meilleur sommet de France et dans toutes les épreuves de meilleur sommet de France, Europe, Monde, il y a beaucoup de jeux de rôle. Donc on a beaucoup le jeu de scène. On travaille beaucoup la gestion du stress. On travaille beaucoup, encore une fois, je le disais, la dégustation à l'aveugle et le canevas de dégustation à l'aveugle. Enfin, il y a plein de dimensions. Et voilà, et donc en 2011, je monte une boîte dans le vin qui est devenu le premier acheteur de vin de la place de Paris. Qui s'appelle Chef d'œuvre, CHAIS évidemment, pour le petit jeu de mots, avec un gars qui à l'aveugle, je pense vraiment passe au-dessus de tout le monde. Enfin, c'est vraiment, il faut le voir à l'aveugle. Le gars est incroyable, vraiment incroyable. Voilà. Et puis écoute, après je monte à l'époque de ce cabinet de conseil. En parallèle, je monte un deal avec HEC. Et puis HEC me dit, bah tiens, je te prends au mot. On a besoin de quelqu'un qui travaille sur les nouvelles technos et puis ce que ça induit comme nouveau modèle dans la société et les entreprises. Et ils me disent, tiens, t'as pas une conf à faire là-dessus? Alors je dis, bah ouais, pourquoi pas. Je savais rien. Hein, je bosse pour faire une conf. Puis ça marche bien. Et puis donc ça fait une dizaine d'années que je donne ces confs. Donc voilà, c'est plutôt, je fais plein de petites, plein de touches comme ça. Plus vraiment ce qui m'occupe. 120% de mon temps, c'est Wooz. Voilà. Ouais, bien sûr. C'est incroyable. Tu as eu plein de vies différentes. Ouais. C'est génial. C'est toute cette diversité, cette richesse qui doit te nourrir de tes différents projets. Alors, je voudrais effectivement qu'on revienne un peu sur cette envie d'entreprendre. Selon toi, qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce qui fait que tu as cette fibre un peu entrepreneuriale? Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans, plutôt que, par exemple, rester chez Capg, avoir des gros projets? Alors, d'abord, moi, je dissocie pas les deux. C'est-à-dire que, en fait, honnêtement, ce que j'ai fait chez Capgemini ou ce que j'ai fait chez Orange, ça a construit une grosse partie de mon expérience, de mon expertise, des gens que je connais, etc., et que je continue à avoir avec beaucoup de plaisir. Donc, j'ai rencontré vraiment des gens qui m'ont aidé en tant qu'entrepreneur et qui ont structuré ma vie d'entrepreneur et ma vie pro. Donc, et c'est vraiment important. Donc, je n'oppose pas les deux. Ouais. En revanche, je pense que grâce à mes parents, j'ai voyagé, j'avais ce goût un peu de la liberté et je crois que j'avais aussi une vision du management qui m'a amené à vouloir tester. Ensuite, j'ai toujours vu, moi j'ai un papa qui est bâtisseur dans l'âme. Okay. Je veux dire, il construit, c'est pas du tout son métier, hein, il bossait chez France Télécom, mais il construit des maisons de zéro. Et je pense que j'ai toujours eu besoin de bâtir. Donc en fait, et comme moi j'ai pas ce talent que de bâtir des maisons, bah j'ai construit des entreprises. Voilà. Et je pense que donc j'ai pas eu ce truc un jour qui me dit tiens, je vais faire entrepreneur sur un coup de tête, ou parce que j'ai toujours eu envie d'entreprendre, de découvrir de nouvelles vies. J'ai toujours eu envie de bâtir, et puis en plus, il se trouve que j'ai toujours eu un mental où j'ai toujours eu beaucoup d'idées. Et le problème des idées, c'est que très très vite, ça peut devenir frustrant. Avoir des idées, je veux pas dire que c'est facile, mais enfin, tout le monde en a beaucoup. Mais en fait, réussir sur la base de ces idées, ça demande du temps, de la patience, ça demande de l'acharnement. Et en fait, il faut se tester, quoi. Et plutôt que d'être frustré à avoir eu 100 idées et à me dire j'en ai rien fait, j'ai préféré en prendre une ou deux et en faire quelque chose. Ouais, bien sûr. Bah, écoute, génial. Alors effectivement, on va venir sur Wooz. Alors tu nous as un peu parlé de sa genèse, mais je voudrais en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui t'a permis un peu, quel était un peu le déclencheur? Pourquoi t'as voulu aller dans cette verticale-là? Et comment t'as pu un peu tester dans un premier temps ton offre, voir s'il y aurait vraiment un marché et si ça allait pouvoir en faire quelque chose? Alors d'abord, moi, si je prends Wooz, c'est devenu le leader européen, j'espère bientôt mondial, des solutions de staffing pour les sociétés de services, ESN, conseil, ingénierie. Et donc je pars pas de la feuille blanche, c'est-à-dire que d'abord je pars de toute l'expérience que j'ai acquise dans ce précédent cabinet de conseil. Et il se trouve que j'ai dit, je suis informaticien, moi, à la base. Et un informaticien, c'est quelqu'un de feignant. Donc, en fait, dans ce cabinet de conseil, je voulais pas faire les choses à la main. Donc, on a développé un logiciel, un soft. Et ce logiciel, beaucoup de gens nous ont demandé s'ils pouvaient avoir des licences. C'est pas mon modèle. Moi, je fais du conseil à l'époque. Et je sais très bien que si je vais vers le logiciel, c'est un autre métier. Et c'est vraiment un autre métier. C'est-à-dire que dans le conseil, tu dis, tous les jours, tu cherches à dire oui. Dans le soft, en fait, on te demande des milliers de choses à faire et en fait, il faut choisir et souvent dire non. Et donc, c'est quand même des métiers qui sont assez différents, même si on peut considérer qu'ils sont proches. Donc, j'ai cette expérience acquise de 10 ans. J'ai ce soft qu'on a construit pendant 10 ans. Et donc, quand je sors de cette entreprise, je me dis, il y a quand même un truc. Beaucoup de gens m'ont demandé s'ils pouvaient utiliser le soft. Alors, je me dis, est-ce qu'il y a un marché? Parce que
c'est sympa, mais enfin, c'est pas parce qu'on a 3 clients que on fait une entreprise. Donc, je me dis, est-ce qu'il y a un marché? Alors, je regarde le marché et je me dis, tiens, c'est hyper intéressant parce que le marché, on le sait pas. Hein. Enfin, en tout cas, moi, tous les investisseurs que j'ai vus, aucun n'avait conscience de cette taille de marché. Mais cette industrie du service, qui est exactement comme le vin d'ailleurs, c'est une belle spécificité française. On a fait vraiment des leaders mondiaux. Ouais. Cette industrie du service, c'est 110 milliards de revenus en France et c'est 3500 milliards dans le monde. Okay. Et c'est donc déjà il y a beaucoup de grands groupes et de grandes entreprises. Et je me dis c'est intéressant parce que la France a créé des leaders, Capgemini, Atos, Inetum, Sopra, etc. La France a créé vraiment des leaders européens ou mondiaux. Capgemini, c'est une référence dans le monde entier. Tu vas en Inde, tu vas aux États-Unis, c'est devenu une entreprise qui est absolument référente dans le monde. Et tu dis donc il y a un marché qui est intéressant parce que j'ai un marché qui possède des leaders. Donc déjà c'est plutôt intéressant. J'ai un marché avec des entreprises qui font 110 milliards. Et puis le troisième ingrédient, j'ai un marché qui s'est pas vraiment digitalisé. C'est-à-dire que le staffing en tant que tel, il est souvent fait à la main, local, avec des feuilles Excel, etc. Alors je me dis ok, ce marché, il perd à peu près 5 points de marge. 5 points de marge sur 3500 milliards, c'est 175 milliards perdus. Ouais. Je me dis, si j'arrive à en faire gagner un petit peu, normalement, je devrais avoir un marché intéressant. Et donc, on part là-dessus. Et là, je réunis pas mal de gens. On est un peu l'anti-pattern de la start-up, hein, parce que je réunis 20 personnes. Moi, à l'époque, la plupart de mes potes me disent, t'es complètement malade, démarrer une boîte à 20, ça se fait pas, tu démarres à 3 et puis tu vois après. Là, on démarre à 20. Moi, je pars d'un principe simple, c'est que je me dis, bon, j'arrive à un âge où je vais pas en construire non plus encore 20, donc faut que ça réussisse vite ou que ça foire vite, mais je peux pas faire au milieu, j'ai pas envie de faut être fixé. Non mais vraiment, c'est et donc on se retrouve à 20 personnes et puis on démarre cette entreprise, on fait 3 ans de R&D qu'on arrive à autofinancer. Et tout le monde est au chômage là à ce moment-là? Au début oui, parce que évidemment. Non mais bien sûr, mais voilà, très très vite on sort des choses, on rencontre nos premiers prospects, etc. 2019, on décide de faire le lancement commercial. Et 2019, on signe notre premier grand compte, une société qui fait 15 000 personnes. Et puis là, la Covid arrive. Alors, plus rien. Là, entre mars et septembre, on fait plus rien parce que la plupart de nos clients qui travaillent pour des clients en prestation se demandent ce qui va leur arriver. Donc, alors on bosse, hein, évidemment, on continue à bosser sur le produit, mais il se trouve que commercialement, il se passe plus grand-chose. Et la Covid, pour nous, c'est un truc qui va changer le marché. C'est-à-dire que d'abord, la plupart des dirigeants des sociétés de services se rendent compte que elles savent pas ce que font leurs consultants en temps réel. Et elles y vont un coup de feuille Excel, ça dure des mois. Elles peuvent pas les réallouer sur d'autres projets rapidement, donc elles perdent beaucoup d'argent. La deuxième chose, c'est que la Covid va accélérer un phénomène qui est le télétravail et le new normal. Et donc en fait, avant, on avait un marché qui était très local avec des agences, et maintenant on staffe des gens de partout dans le monde sur des projets de partout dans le monde. Et donc cette connaissance globale, elle est essentielle. Et en fait, là, il s'avère que le choix qu'on a fait au tout début, qui était de dire on va investir en R&D parce que nos premiers clients, ce seront des très grands clients, c'est-à-dire ce qu'on appelle les tier 1 et tier 2, donc les sociétés multinationales ou multirégionales. Donc nous, nos clients, ils ont quelques centaines de consultants à plusieurs centaines de milliers de consultants. Et ce pari s'avère gagnant. Et là, on voit beaucoup d'appels d'offres arriver, on voit beaucoup de gens qui tapent à notre porte. Et on gagne un grand compte, 2 grands comptes, 3 grands comptes, etc. Et puis dans la vie des entreprises, je pense, il y a ce qu'on appelle des game changers, c'est-à-dire qu'il y a des rencontres qui changent beaucoup. Et là, on rencontre une entreprise multinationale qui nous dit moi je vais transformer complètement ma façon d'allouer les projets avec les gens et j'ai besoin d'une solution innovante et moderne. Et ils avaient déjà fait beaucoup de travail en amont. Ils nous avaient pas repérés parce qu'on ne faisait pas de marketing à l'époque. Et ils nous disent on va venir voir votre solution. Et c'était qui? Et alors je peux pas je pourrais le dire bientôt ça. D'accord. Mais pour tout le monde, sachant que ma vie est faite de rencontres, voilà. Mais je peux pas en parler. Mais c'est vraiment une société à plusieurs centaines de milliers de personnes internationales. Et là on rentre dans une machine incroyable où on fait ce qu'on appelle les deep dives. Les mecs testent notre solution en haut, en bas, à droite, à gauche. On fait des sessions
avec des trucs incroyables. Hein. On se retrouve dans le bureau du CEO Monde. Et en fait, chaque grande réunion, on se demande à chaque fois si on a été bon ou pas. Et on se note entre 1 et 10. Okay. Et on passe de moments euphoriques où on se note tous 9 à des moments où on se note 3. Ouais. Enfin, tu vois, donc il y a vraiment... et on passe dans le bureau de ce CEO, on ressort, on est déprimé, on va boire 2 bouteilles de pinard et on se dit ça va être chaud, quoi. Et le truc incroyable, on est vraiment tombé sur des gens incroyables. Mais vraiment, ces histoires, et je serais ravi vraiment de pouvoir citer à un moment donné leur nom, le nom de la boîte, parce que c'est un modèle. Enfin, c'est honnêtement, et on le voit, nous, dans le projet qu'on mène avec eux depuis 1 an et demi, c'est un modèle de projet. En fait, ce sont des gens qui nous apportent beaucoup. J'espère qu'on leur apporte aussi beaucoup. Enfin, je crois qu'on leur apporte beaucoup. Et en fait, c'est incroyable parce que 6 mois plus tard, on signe un contrat monde où on déploie sur 400 000 consultants, sur 52 pays. Et voilà. Et là, il se trouve que avant de signer, je vais voir des fonds d'investissement. Et je leur dis, on a un super contrat, on a un super projet, mais je pense qu'on n'est pas assez baqué financièrement. Ouais. Et on risque de le perdre. Et je leur dis, vous voulez pas faire une petite levée comme ça, etc. Et les types me disent, il y a d'ailleurs un mec qui me dit, et c'est extraordinaire parce que pour résumer la pensée de tous les autres, il me dit, je vais vous dire comme à mon fils, passez votre bac d'abord et puis on en reparle. Je lui dis, mais moi, une fois que j'ai passé le bac, j'ai plus besoin de vous, quoi. Voilà. Et donc, en fait, finalement, on signe ce gros contrat. Et puis là, on sait pas tellement comment, parce que vraiment là, on respecte très très fortement ces clauses de confidentialité, etc. Donc on fait pas du tout, on parle pas sur les marchés, mais on a 3 fonds américains qui nous courent derrière. Et nous, on est super contents parce qu'on va lancer une levée de fonds et on voit ces 3 fonds. Et puis on choisit un fonds avec qui on lève 30 millions, 25 millions avec ce fonds et 5 millions de dettes, qui est PSG Equity et qui est un grand fonds de tier 1 américain, moins connu que d'autres grands fonds qui étaient sur la liste, aux grandes dames parfois des membres de mon board, mais en fait on choisit ce fonds parce qu'ils ont une représentation en Europe, parce qu'ils sont 70 en Europe et qu'ils ont cette compétence, cette connaissance de l'Europe et des US en même temps, et puis parce qu'il y a un fit, hein, donc voilà. Oui, bien sûr. Et donc vous, c'est ce moment qui va un peu changer les choses. Bon, et puis depuis, on investit, on gagne. Dans le même acabit que ce premier compte dont je parle, on a le droit de les citer là, mais on vient de gagner des comptes en déploiement monde, hein, comme Atos. Voilà. Ouais. Tu me parlais de 3 ans de R&D dans les grandes lignes. Elles portaient sur quoi les recherches? Alors, en fait, quand je sors de ce cabinet de conseil, on a ce soft et donc on sait ce qui marche et ce qui marche pas. Ouais. Et en fait, on voit bien que d'abord demander à un consultant de ressaisir son CV, ça marche pas. Ça le saoule. Donc on développe des moulinettes qui nous permettent de récupérer n'importe quelle forme de CV, d'aller retrouver les clients, les dates, etc. Puisqu'on a besoin des compétences. Après, gérer des tags de compétences avec ce qu'on appelle des taxonomies, c'est-à-dire des arbres de compétences, ça marche pas non plus. En fait, la réalité, c'est qu'il faut les maintenir à jour, il faut etc. Ça fonctionne pas. Sauf qu'on n'a pas les outils à l'époque pour faire mieux. Et il se trouve que quand on démarre, en 2015-2016, on commence à avoir de l'IA. Et donc, on investit massivement en IA pour créer ce qu'on appelle les ontologies de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des réseaux de neurones de compétences qu'il faut voir comme des grands dictionnaires de synonymes de compétences qui nous permettent de calculer des distances entre les compétences. Donc, quand tu cherches une compétence, on cherche cette compétence et toutes les compétences qui sont proches de cette compétence. Et donc, on va remonter beaucoup plus de gens. On permet aux gens de saisir leurs compétences en langage naturel. Il y a plus de dictionnaire à apprendre, il y a plus de contraintes, et puis ça. Donc ça, on fait du langage naturel. Et mine de rien, ça change énormément la gestion de la compétence. Donc on investit massivement. Aujourd'hui, cette ontologie de compétences, c'est 1 million de compétences par langue, sur une dizaine de langues, c'est regroupé dans 100 000 macro-compétences, 13 000 concepts, et avec ça, on est capable de décoder à peu près tout le marché en termes de compétences. Et ça, c'est gros investissements. Puis ensuite, il y a toute la mise au point de la gestion des processus dits de staffing, c'est-à-dire que, en fait, tu récupères l'ensemble des CV, des compétences des internes et des externes. Derrière, tu as des projets clients, tu dois faire un matching intelligent, un casting intelligent. Donc, tu dis, voilà, j'ai besoin de 3 personnes, 20 personnes, 50 personnes sur telle compétence. Et là, le moteur de casting va te recommander des scénarios et va te permettre de trouver les castings les plus intelligents. Un peu comme quand tu fais le casting d'un film. Hein. Et puis, étape par étape, tu vas suivre les projets, tu vas regarder ce qui dérive, etc. Donc, et tu vas suivre la carrière des consultants, tu vas leur permettre de déclarer leurs aspirations, leurs envies, etc. Et en fait, tout ça, ça demande du temps. Quand on veut bien le faire, en tout cas, ça demande du temps. Ouais, bien sûr. Alors, avant votre premier grand compte, vous n'avez pas eu envie d'essayer d'aller voir des petits cabinets avec lesquels vous pouviez tester dans un premier temps votre solution En fait, dans ce qu'on voulait faire, il a fallu qu'on fasse un choix.
Et je pense que vraiment la leçon, moi je trouve de l'entrepreneuriat, c'est de faire des choix. Normalement, on va avoir des petites entreprises et puis on fait des tests. Le problème, c'est que soit on fait un ERP, c'est-à-dire en fait un soft qui va gérer tout du sol au plafond pour un petit cabinet. Et donc ce petit cabinet, il a besoin d'avoir au même endroit un CRM, un système de facturation, un système de gestion des compétences. En bref, ça devient une usine complète, mais petite, avec des petits bouts de fonctionnalité. Soit on se dit, on va devenir le leader mondial et le spécialiste du staffing. Et en fait, la réalité, c'est que un cabinet de 50 consultants, sauf à ce qu'il ait des envies de croissance extrêmes et que en fait il ait envie de s'industrialiser tout de suite. Sinon, honnêtement, avec un bon cerveau et une feuille Excel, ça fonctionne plutôt pas mal, honnêtement. Donc en fait, on a vu plein d'initiatives sur le marché sur lequel on œuvre, de sociétés qui se sont déployées sur ces petites entreprises. Mais en fait, pour nous, il y a plein d'écueils. D'abord, c'est un marché nouveau. Qui dit marché nouveau dit qu'on peut pas faire ce qu'on appelle dans le monde des startups du product-led growth. On fait du sales-led growth, c'est-à-dire qu'on va voir un fondateur avec un commercial, on va vendre le soft. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et derrière, si c'est pour avoir des petits revenus par an, en fait, ça coûte trop d'argent et à la fin, tu ne fais que perdre de l'argent. Et là, c'est un problème. La deuxième des choses, c'est que, en fait, je pense qu'il faut faire quelque chose qui nous correspond. Bien sûr. Nous, on est plutôt dans la boîte des gens qui travaillent sur du B2 gros B, on est plutôt des gens à faire de la R&D, on est plutôt etc. Donc à un moment donné, quand on travaille sur des petits comptes, on fait des petites fonctionnalités et puis on va taper le marché à fond avec des commerciaux partout. Ça a plein d'avantages, hein, je critique pas le modèle, mais dans ce marché qui est le nôtre, là où les gens sont convaincus, toutes les entreprises aujourd'hui sont convaincues d'avoir besoin d'un CRM. À faire du staffing aujourd'hui à 50 consultants, honnêtement, je questionne l'utilité. À 100, ça peut devenir pertinent. À 200, ça devient important. À 100 000, c'est essentiel. Bien sûr. Donc nous, on va plutôt aller chercher des sociétés qui font plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, et jusqu'à plusieurs centaines de milliers de consultants. Donc on n'avait pas ces moyens d'aller chercher. En revanche, on connaissait super bien ce marché, super bien ses écueils, et super bien le besoin en lui-même. Et puis derrière, on a travaillé avec des gens qu'on connaissait très très bien, qui eux avaient ces cabinets, et nourrissaient nos réflexions, testaient, etc. Ouais, bien sûr. Ok. Alors, avant de parler de où vous en êtes aujourd'hui et ce que vous ferez plus tard, en tout cas, je vous le souhaite de continuer à croître et de conquérir tout le marché, devenir le leader mondial, comme tu le disais juste avant. Je voudrais qu'on parle un peu des premières difficultés que vous avez pu rencontrer, surtout que c'est un peu un cas de figure atypique. Vous commencez à 20, vous voulez tout de suite avoir une ambition d'être le leader européen. C'est quand même beaucoup de contraintes au même endroit. Est-ce que tu peux nous partager un peu les difficultés que vous avez rencontrées et comment vous avez fait pour les adresser ? Écoute, la première difficulté qu'on rencontre, après l'euphorie du démarrage, où on a vécu des scènes incroyables, hein, on s'est retrouvés dans des petits séminaires, dans des endroits où il faisait 7 degrés et où on essayait de faire des plans sur la comète. On démarre l'entreprise et au bout de 3 mois, on sort réellement, on part de la feuille blanche, on redéveloppe avec des technos hyper modernes et vraiment avec des technos du moment, et on continue à développer sur ces technos hyper modernes. Donc on essaie de sortir quelque chose et au bout de 3 mois, il n'y a quasiment pas une ligne de code qui est sortie. Et là, vraiment, on se dit, c'est simple, soit dans 1 mois, on a réussi à sortir quelque chose, soit on arrête. Ce qui est intéressant, parce que là, ça booste tout le monde. Mais le pari, pas le pari, mais le constat est très fort. C'est qu'on n'a rien sorti. Et ce que ça implique est aussi très fort, c'est qu'on dit, dans 1 mois, si on n'a rien sorti, une nouvelle fois, on arrête. Et on arrête la boîte. Stop. Vous sortirez rien parce que à ce moment-là vous n'arrivez pas à trouver la techno, parce que non, parce qu'on se pose plein de questions. On commence de la feuille blanche, donc en fait on se dit alors c'est quoi le roman qu'on va écrire, c'est quoi finalement. Il y a des gens qui se disent on va faire pour les petites boîtes, on va faire un truc tout intégré, on va faire etc. Bref, il y a plein d'idées qui sortent, mais le problème c'est que c'est bien d'avoir plein d'idées, mais à un moment il faut choisir quoi. Choisir, c'est renoncer. Donc on fait beaucoup de choses comme ça. Les deuxièmes difficultés, c'est pivoter. C'est pivoter parce que tout le monde a pas. En fait, t'as besoin dans une entreprise d'avoir des gens qui pivotent et des gens qui pivotent pas. Parce que sinon, si tout le monde pivote, en fait, ça devient un zoo. Et si personne pivote, en fait, normalement, quand tu pars dans un chemin qui t'emmène dans le mur, tu vas aller dans le mur. En fait. Donc, c'est toujours un truc un peu compliqué. Donc,
conduire finalement à 20, c'est un peu compliqué. Arriver à produire quelque chose, c'est un peu compliqué au début. Mais en fait, ces difficultés, parce qu'on met le doigt dessus, parce qu'on se dit les choses, et ça c'est un autre truc, c'est qu'on communique beaucoup et on se dit les choses, on est tous très très cash dans la boîte, en fait ça nous permet de surmonter ces difficultés, de sortir nos premiers modules, et puis progressivement de construire la solution. Après, les difficultés, elles viennent du fait que tout le monde trouve pas sa place, c'est difficile de faire une place à 20 à tout le monde, donc il y a quelques personnes qui partent. Voilà. Ensuite, les difficultés, c'est on commence nos premières ventes, on a des oui, mais aussi des non. Donc, à chaque fois, on s'interroge, quoi. On regarde, comme toute start-up, on regarde nos finances qui montent et qui descendent, et donc on gère. On a un truc dans la boîte, par exemple, c'est intéressant parce que notre CTO, le jour où il rentre dans le Comex, dans le groupe de direction, et il découvre un truc incroyable. Il découvre le time of death. Et en fait, on a un indicateur qu'on suit et tous les mois, on regarde combien de mois de cash il nous reste et dans combien de temps on est mort. Et là, il découvre ça. Il dit mais en fait, c'est un peu morbide votre truc, mais on monitore ça enfin vraiment à la virgule, quoi. Donc voilà, des difficultés. Il y en a eu quand on travaille avec ce grand compte. Enfin déjà les premiers gros appels d'offres où on se retrouve face à des Américains. On se demande si on va gagner. On sait qu'on est face à des Américains. On sait que vraiment, sincèrement, on sait qu'on a la meilleure solution parce que eux font plutôt de la gestion de projet quand on fait de la gestion du portefeuille projet, portefeuille de talent, mais on n'est pas sûr de gagner. Donc en fait, quand on gagne, c'est incroyable. Mais avant ça, on s'est posé 50 000 questions. Je veux dire, quand on gagne notre deuxième gros appel d'offres, on le sait le vendredi à 23h, si tu veux. Et à 23h, on ouvre le champagne, si tu veux. Et ce très très gros appel d'offres, c'est pareil, on vit des hauts, des bas, et tout ça, c'est des difficultés. Parce qu'il faut arriver à se remobiliser, il faut arriver à motiver tout le monde. Ce gros appel d'offres en 2021 dont je parle, c'est pas des heures de boulot, c'est complètement faux. C'est des mois hommes ou des années hommes de boulot à tous ensemble, et tout le monde est sur le pont. Et tout le monde, et ça, par exemple, c'est hyper motivant. C'est-à-dire que tout le monde est sur pied de guerre. Et tout le monde est mobilisé. Ouais, bien sûr. Alors, j'ai oublié de te poser cette question. J'aurais dû le poser depuis un moment. À mon avis, ceux qui nous écoutent doivent se la poser aussi. Mais donc, vous êtes 20. Mais quelles sont les positions? Est-ce que vous êtes tous cofondateurs, partenaires? Est-ce qu'il y en a qui sont directement salariés? Est-ce que les positions un peu dirigeantes se définissent dès le début? Comment En fait, on fait une grosse séparation nous entre fondateurs et je vais pas dire dirigeants, mais les acteurs du quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, on a une structure de boîte classique et qu'on soit fondateur ou pas fondateur, ça change rien en fait. Vraiment, c'est les fondateurs, tous les fondateurs sont réunis dans une société de management, une holding de management qui contrôle Woz. Mais pour le coup, au quotidien, t'es pas fondateur ou pas fondateur. Au quotidien, t'as une responsabilité, et cette responsabilité, tu la gères. On essaye de travailler énormément l'autonomie. Donc, ça veut dire que pour travailler l'autonomie, moi, j'aime pas être micromanagé. Ça me saoule. Donc, j'imagine que personne n'est micromanagé. Enfin, en tout cas, chez Woz. Donc, ça veut dire que si on veut pas micromanager, il faut avoir une stratégie hyper claire. En fait, c'est un peu ce que je dis souvent en recrutement, c'est en fait on ne rame pas dans le même bateau parce que ça s'appelle une galère en fait. En vrai, chacun rame dans son petit bateau et la réalité c'est que la première tempête, plus personne voit les bateaux des autres. Si tu sais pas où tu dois te rendre et quand est-ce que tu dois y être, en fait t'es paumé quoi. Et à un moment donné, tu retrouves tout le monde éparpillé aux quatre coins de la planète. Donc en fait, il faut avoir une stratégie qui est hyper claire, qui nous est résumée dans un doc de 40 pages et qui est très clair. Il faut discuter de cette stratégie avec tout le monde régulièrement pour que chacun se l'approprie et chacun en fait décline cette stratégie dans le domaine qui est le sien. Et puis dans une timeline qui lui est propre. Et donc il n'y a pas de fondateur pas fondateur. Ouais, je te pose ces questions parce que tu mets pas les mêmes tripes quand c'est toi qui est cofondateur et qui va avoir plus on va dire de retour sur investissement que quelqu'un qui est salarié et qui rentre dans l'aventure. Écoute, moi il y a une étude, il y a plein d'études même d'ailleurs, il y a quelques années qui m'avaient un peu que je trouve intéressante, c'est l'étude sur le management. Quand tu demandes à un manager ce qui est le plus important pour les gens de son équipe, en numéro 1, il met le salaire. Et quand tu demandes aux équipes ce qui est le plus important, le salaire arrive en numéro 5. En fait, la motivation, c'est pas une affaire ou c'est pas qu'une affaire d'argent.
La réalité, c'est qu'on met toujours ça en avant. Mais en règle générale, si vraiment l'argent était la seule motivation, tout le monde irait faire du foot. En fait, les sportifs de haut niveau, ils feraient du foot. Hein. Enfin, honnêtement, il y a quand même des sports qui rapportent pas grand-chose. Hein. Donc, et en revanche, je te rejoins. Je pense qu'il faut avoir une structure de rémunération. Il faut avoir une structure capitalistique qui permet à chacun de profiter des fruits de la réussite. Et donc, c'est pour ça que pendant la levée de fonds qu'on a faite, on a négocié un plan de stock option, un plan de BSPCE, et en fait qu'on est en train de déployer, et qui fait que tout le monde chez Woos, là, dans le mois qui vient, puisqu'on a terminé de le mettre en place, et va être actionnaire de Woos. Ok, génial. Alors tu me disais que vous avez mis du temps à sortir quelque chose, et puis tu m'as parlé des autres difficultés bien évidemment, mais celle-là m'intéresse particulièrement. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez fait pour finalement accoucher de quelque chose? Qu'est-ce que vous avez structuré? Vous êtes hormis cette deadline qui est forcément une épée de Damoclès. Écoute, il y a un truc incroyable. Enfin, moi, je trouve que c'est incroyable. C'est dans ce cabinet de conseil, on était spécialiste. Une de nos spécialités, c'était l'agilité. Ouais. Et l'agilité, vraiment by the book. Donc en fait, on transformait des boîtes pour faire du Scrum, pour faire de l'agilité à l'échelle, et on était hyper méthodique. Okay. Et en fait, on s'est aperçu que les 3-4 premiers mois, on était hyper bordélique. Ah, mais vraiment. Et en fait, on a juste réappliqué les méthodes qu'on donnait avant à nos clients. Et en fait, ce qui est dingue sur les 7 dernières années, c'est qu'on s'aperçoit régulièrement qu'on est obligé de revenir à ça, parce que on va générer de l'entropie, on va générer du bazar, et qu'on revient à nos méthodes du passé et qui fonctionnent très bien. Et en fait, on y a mis du process, on y a mis de la méthode, on y a mis de la rigueur, et ça marche très bien quand on fait ça. Ouais, j'imagine. Donc au début, vous avez commencé à 20. Enfin, ce qui est déjà énorme, mais c'est un gros début, on va dire. Et donc vous avez fait vos 3 ans de R&D à modulo quelques départs, de ce que j'ai compris, et vous avez eu votre premier gros compte. Comment vous avez fait après pour vous structurer? Alors, bien sûr, vous avez une solution de staffing, donc j'imagine que vous... Mais parfois, les coordonnées sont pas forcément les mieux chaussées, donc voilà. Mais quelles ont été un peu vos stratégies pour croître aussi bien sur la partie structure qu'après déploiement un peu de l'activité, aller chercher des nouveaux contrat? Comment vous avez structuré tout ça? D'abord, en fait, on a une équipe qui se connaît bien, qui se dit les choses. Donc, quand il y a un endroit où ça devient compliqué, très vite, on va se dire les choses. Et puis surtout, on va s'entraider. Donc, il y a une grosse structure d'entraide. C'est-à-dire que quand on dit, ah bah tiens, ça marche pas là-bas, on constate pas que ça marche pas là-bas. La question, c'est comment on s'y met tous pour que ça fonctionne. Ça, je crois que c'est vraiment important. Ça permet d'aller très vite. Et vraiment, travail d'équipe, je pense que le sport qui résume le mieux la boîte, c'est le rugby. Le rugby, parce que globalement, enfin moi j'adore ce sport parce que d'abord il y a des ailiers, des piliers qui, bon, même si maintenant je sais pas, phénomène extraordinaire dans le sport, mais les piliers arrivent à courir quasiment aussi vite que les ailiers, mais d'abord t'as des gens différents et c'est des gens ils se complètent. Deux, c'est un vrai sport d'équipe, c'est-à-dire que en fait si tu passes pas le ballon, quand t'as 3 mecs en face de toi qui vont te faire manger le gazon, à un moment c'est. Puis ce ballon qui est ovale, quand tu le shootes, en fait il va n'importe où. C'est un peu la même chose. T'es sûr que tu vas gagner un truc, puis finalement tu gagnes pas. T'es sûr que tu peux perdre un truc, finalement tu le gagnes. Ça représente, je trouve, assez bien la vie et la vie de l'entreprise en fait. Et ça s'est traduit comment cette entraide? Est-ce que c'était des espèces de workshops, des brainstorming? Comment vous vous êtes dit un peu? Ouais, mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, souvent quand à un moment donné t'as un problème quelque part, c'est parce que t'as un type qui a le nez sur le guidon et qui a du mal à prendre du recul, et puis on l'aide à reprendre du recul, à souffler et à voir les choses autrement. Donc ça, on travaille beaucoup là-dessus. Deux, on travaille beaucoup sur la méthode et sur le process, parce que je pense que, alors pas le process qui rend idiot, c'est-à-dire pas le process qui t'empêche de réfléchir, mais qui te donne les bases pour que ce soit reproductible et que à un moment donné tu récupères de l'information, tu rentres dans une boucle d'amélioration continue, etc. La troisième chose qu'on a fait beaucoup, qu'on fait énormément là maintenant, vraiment, c'est on prend beaucoup et de plus en plus, on rencontre de plus en plus nos clients, on prend de plus en plus l'avis de nos clients, et ça c'est 80% de la roadmap maintenant du produit, par exemple. Ouais. Ok. Donc eux vous disent globalement dont ils vont avoir besoin, ou en tout cas vous leur posez les questions nécessaires pour essayer de comprendre. Même on va regarder comment ils travaillent. Ouais. On va vraiment sur place, on va regarder comment ils travaillent. Après il y a un dernier truc qui est je pense que c'est très dichotomique dans les boîtes, et je pense qu'il y aurait une étude à faire là-dessus. Moi je vois beaucoup d'entreprises où les conseils d'administration sont des chambres d'enregistrement. En fait c'est les conseils sont parfaitement inutiles. Mais vraiment, c'est-à-dire que
Tu viens, t'as un DG qui te fait une presse et tu lui dis merci, super, même quand c'est nul, tu vois. Bon, ça c'est un vrai. Enfin, moi je trouve que c'est un problème. Moi j'ai un conseil d'administration qui me challenge énormément et on a structuré ce conseil d'administration avec des gens qui sont des vrais professionnels. Dans ce conseil, d'abord on a des gens de PSG Equity, dont Christophe Hogan qui est un type un ancien du Unit4 et Danny Ramal qui est le patron Europe. Du fonds, donc qui voit beaucoup de startups, qui voit beaucoup de scale-up, donc c'est important. Et puis on a des gens, on a un avocat Franck Sécry en fusion-acquisition dans les affaires qui nous guide sur les choses un peu, enfin plutôt legal. On a Gérald Carsanti qui est l'ancien président d'SAP France, et avant HP, et qui globalement, connaît bien l'industrie du soft. Ouais. Et puis on a Gilles Rigal qui est Apax, ancien Apax, et qui est le gars qui a notamment fait les opérations chez Apax, d'Inetum et d'Altran, et qui a tranquillement a revendu Altran les yeux dans les yeux de Paul Hermelin pour 5 milliards. Et donc c'est des gens qui connaissent extrêmement bien le marché où on évolue, qui connaissent extrêmement bien les problématiques des marchés où on évolue, c'est le marché de nos clients ou nos propres marchés, et qui sont tout, honnêtement, sauf des chambres d'enregistrement. Mais vraiment, exemple, pour être très très concret, j'anticipe une question que tu vas me poser, mais en vrai, si j'avais un truc à changer sur Wooz, je mettrais plus de commerciaux dès le début. Ouais. Et on a été trop dans le produit et pas assez dans le commerce. Et Gilles, il nous dit ça, et il nous le dit de façon très très cash. Il dit, les gars, moi maintenant, je veux qu'on parle business. Ouais, et voilà, et ça fait progresser. C'est-à-dire que avoir des gens qui ont un regard extérieur, qui ont vraiment du recul et de la bouteille, et qui vont pas te faire de cadeaux, bah en fait ça change vachement les choses. Et la petite anecdote, c'est qu'il y a quelques mois, on fait un conseil d'administration, et ça fait 1 an qu'on a fait cet investissement avec PSG Equity, et on fait un tour de table pour dire voilà, au bout d'1 an, les Sun Learn, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Puis ça arrive à mon tour, et on me dit bah toi qu'est-ce que... Et moi je leur dis écoutez, d'ailleurs en fait on pose la question ouvertement, on me dit mais on n'est pas trop dur, et je dis mais en fait le jour où vous êtes pas comme vous êtes là, il faut plus venir parce que ça servira plus à rien. Ouais. Et je pense que vraiment moi j'ai financé plusieurs boîtes dans lesquelles je suis pas actif, mais vraiment je suis dans plusieurs conseils d'administration, et en fait il y a beaucoup de conseils qui sont des chambres d'enregistrement, et c'est un genre de jardin d'enfants où on se dit pas les choses, quoi. Enfin, et vraiment, on s'échange des images, on dit que c'est cool, et ça s'arrête là. Vraiment, c'est une caricature, mais pas tant que ça. Et je pense que ça aide pas les boîtes à progresser. Et je pense que on n'est pas assez cash. C'est un truc. Moi, c'est dur. Hein. Moi, j'ai beaucoup appris ça dans mes années aux Pays-Bas, en Hollande, à Amsterdam. Les Hollandais sont hyper cash. Les Hollandais sont capables de dire que ce que t'as fait c'est naze et d'aller boire une bière avec toi. Ouais. En France, quand tu dis à un mec que c'est naze, il ira jamais boire une bière avec toi. Mais vraiment. Les relations se tendent. Et ça change tout. Et j'avais fait un séminaire des différences interculturelles, et les Hollandais me disaient, vous les Français, vous êtes hypocrites. Et les Français disaient, vous les Hollandais, putain, mais vous êtes des rustres. Mais en fait, non, c'est juste des différences culturelles. Et en fait, se dire les choses, ça veut pas dire, c'est pas attaquer les gens en direct, mais par contre, ça permet de progresser. Tout est pas, quand on te dit quelque chose, ça veut pas dire que c'est vrai, que c'est la vérité de quelqu'un. Mais cette vérité, elle a toujours quelque chose d'un peu vrai. Ouais, bien sûr. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, en fait. Ouais. Alors, tu m'as cité des personnes qui travaillaient avec vous. Question un peu, je pense pas que ce soit une question bête, mais comment vous avez fait pour attirer ces talents-là? Parce que vous n'êtes pas non plus le seul dans l'écosystème à proposer ces prestations-là, même si vous êtes devenu un leader européen. Qu'est-ce que vous avez fait pour les attirer? Alors d'abord, sur vraiment un soft vraiment de staffing qui travaille sur des comptes plutôt ce qu'on appelle tier 1, tier 2, donc multinational et multirégional. On est plutôt les seuls en fait. En fait, tu vas trouver beaucoup de startups qui vont travailler sur, tu disais, des petits comptes et qui vont fournir des ERP globaux, etc. À ce niveau de soft, à ce niveau de modularité, d'investissement R&D, etc. Aujourd'hui, nos partenaires, c'est des grandes boîtes de soft comme SAP, et en fait, on s'intègre dans des écosystèmes SAP. Donc, derrière, avec des choses beaucoup plus simples, comme PineDrive, etc. Mais encore une fois, quelques centaines de consultants à plusieurs milliers ou centaines de milliers de consultants. On est vraiment un vertical, donc on adresse que cette industrie. D'accord. Et en fait, pour, encore une fois, des cabinets qui sont moyens à grands. Donc d'abord, ce qui les a attirés,
Ouais, je vais pas dire d'abord. Une des choses qui les a attirés, c'est le fait que vraiment on adresse ce marché et que eux connaissent super bien ce marché. La deuxième chose qui les a attirés, j'espère, c'est l'équipe et le fit qu'on a les uns avec les autres. Il faut avoir envie de travailler parce que sinon c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a cette envie de bosser ensemble. La troisième chose, c'est peut-être qu'on boit du bon vin, mais non mais voilà, enfin c'est aussi un peu de fun, hein, c'est l'aventure. C'est en fait non mais pour le dire autrement, je mettais du vin, mais en vrai c'est plus pour comment dire, trouver un mot sur ce qui se cache derrière. Mais ce qui se cache derrière, c'est de dire signer des grands contrats. Et puis signer plein de contrats d'entreprises connues, c'est assez fun en fait. Ouais, et donc on avance comme ça. Tu considères que vous avez un process de recrutement un peu atypique par rapport à ce qui peut exister par ailleurs? Je sais pas s'il est atypique. Honnêtement, je sais pas s'il est atypique. Je pense que ce qu'on recherche nous, on sait vraiment ce qu'on recherche. Donc en fait, en ça, on est peut-être atypique. Moi, j'ai vu beaucoup d'endroits où finalement, c'est pas trop finalement les gens qu'on cherche. Nous, on cherche des gens qui collent avec nos valeurs. Nos valeurs, c'est simple, hein, c'est team, T-E-A-M. Donc je dis, c'est l'équipe. Mais T, c'est pour trust, c'est vraiment la confiance. Le E, c'est pour engagement. Le A, c'est pour ambition. Et le M, c'est pour mastery. Voilà. Okay. Et puis moi, quand je recrute des gens, à ça, j'ajoute un autre acronyme qui est SWAN. Et c'est marrant parce que mon ami Gérald Carcenti a fait un post il y a pas longtemps sur SWAN parce qu'il a trouvé ça sympa. Mais le S, c'est pour SMART. Et moi, je cherche des gens malins. Mais les gens malins, ça veut pas dire... je suis pas en train de parler d'intelligence, de QI, etc. Malin, ça veut dire que t'as un mur devant toi. Et bien plutôt que de taper la tête contre le mur en attendant que le mur bouge, ce qui n'arrivera jamais, en fait, t'as décidé de passer autrement, quoi. Le W, c'est pour work hard. En fait, on bosse, quoi. Enfin, vraiment, c'est-à-dire qu'on fait la fête, mais avant de faire la fête, on bosse. Le A, c'est toujours ambitious, parce que moi, je crois beaucoup à l'ambition. Et on peut revenir dessus, si tu veux, mais c'est pas un vil principe capitaliste, hein. C'est juste que j'ai pas envie de faire pendant 10 ans ce que j'ai fait il y a 10 ans. Donc, en fait, j'ai envie de créer de nouvelles opportunités pour moi, de façon très égoïste, et donc pour tous les autres. Et le N, c'est pour nice. La question qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai envie d'aller dîner ou passer le week-end avec cette personne? Si la réponse est non, en fait, ça veut pas dire que la personne n'est pas bien. Ça veut dire que juste, on n'a pas ce fit, et puis c'est pas grave, hein, enfin. Et tout ça, tu le testes comment? D'abord, on essaie on fait rencontrer pas mal de gens aux gens qu'on recrute. On leur permet de poser toutes les questions qu'ils veulent. Et moi, je fais tous les derniers entretiens. Et dans ces derniers entretiens, je ne dirai pas comment je vais parce que sinon, déjà chez Woz, il y a beaucoup de gens qui essaient de me piquer la méthode, mais ça dure. Je pense il faut savoir quelles questions on pose et idéalement, il faut toujours poser les mêmes questions parce que si tu poses les mêmes questions. En fait, à un moment donné, tu deviens super spécialiste de ces questions-là. Et en fait, tu vois par différence comment les gens se démarquent. Je peux te donner peut-être si t'avais un best practice pour le recrutement à nous partager. Je regarde vraiment quand les gens me parlent de leur CV, me parlent de leurs expériences, je regarde s'ils ont les yeux qui pétillent, je regarde si ça les passionne, je regarde s'ils ont un truc qui fait qu'ils ont envie de se lever le matin. C'est super important. Enfin, pour nous, dans la configuration de la boîte, c'est super important. Il y a un red flag, quelque chose, si tu le vois, tu sais que... Ouais, bien sûr. Mais ce red flag, encore une fois, c'est ni bien ni pas bien. C'est juste que ça nous correspond pas. Bien sûr. Oui, on va vachement tester si les gens sont plutôt individualistes ou dans la collaboration, dans l'équipe. Et t'as des gens qui aiment bosser seuls, qui aiment réussir seuls et qui pensent que la meilleure façon de réussir, c'est seul. Moi, j'ai rien contre ça. Je dis que c'est pas ma nature. J'ai fait pendant des années et des années. Quand je dis des années, c'est vraiment longtemps. J'ai fait du judo et du tennis. Je pense que c'est les deux sports qui me correspondent pas. C'est les deux sports individuels. Donc c'était et chaque année je refaisais, hein, mais ça me correspondait pas. C'est pas grave, je continuais. Voilà. Donc je pense que un des traits de caractère vraiment red flag, c'est celui-là. C'est le seul en fait. Ça peut pas être évident à déceler quand même. Quand un type te dit qu'un truc hyper important pour lui, c'est l'équipe, et que derrière il te parle dans la réussite d'un projet que de lui, peut te dire qu'il y a un sujet, tu vois. Non, t'as des questions comme ça qui permettent. Il faut s'intéresser juste aux gens. Il faut s'intéresser, il faut les faire réagir. Non, tu t'arrives à le déceler. Enfin, en tout cas, à force de faire des entretiens, t'arrives à le déceler. Et je pense que vraiment, c'est hyper important de savoir qui on est, de savoir ce qu'on recherche et en fait, de savoir ce qu'on veut construire. Alors, tu nous as déjà dit que votre ambition, bien évidemment, c'est de devenir le leader monde.
Quels sont un peu vos enjeux de demain? Qu'est-ce que vous devez mettre en place pour y parvenir et quels sont un peu les obstacles auxquels vous risquez de devoir vous confronter? Est-ce que vous avez déjà un peu des éléments là-dessus? Alors, on a déjà commencé avec un des premiers enjeux, c'est depuis cette levée de fonds, c'est de recruter massivement, et notamment deux catégories qui sont les sales, les commerciaux, et puis ce qu'on appelle les customer success managers chez nous, donc des gens qui vont s'occuper de travailler avec nos clients pour tirer le maximum de la solution. Donc ça reste des enjeux. On a vraiment encore une quarantaine de recrutements aujourd'hui ouverts pour cette année et on continue. On a triplé l'équipe de commerciaux depuis les 12 derniers mois et on va continuer. Ce sont que des postes en France? Alors pour l'instant oui, même si on est en train de travailler de façon acharnée à l'ouverture de bureaux notamment aux US et dans d'autres pays européens. D'accord. Mais pour l'instant c'est principalement en France avec des gens qui sont native speakers sur allemand, espagnol, anglais. Donc ça c'est un premier challenge. Le deuxième challenge c'est d'arriver à se déployer à l'international. Mais c'est assez drôle parce que là je peux vraiment le partager. J'ai beaucoup de conversations en ce moment avec des gens qui sont aux US, qui sont en Angleterre, etc. et qui disent, les gens qui connaissent bien le marché français, et qui disent le pire marché c'est le marché français, le plus difficile c'est le marché français. C'est t'attaques la face nord de la montagne. Et quand t'as fait le marché français, en fait, d'un coup quand t'arrives aux US ou au UK, en fait c'est plus simple. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Sur nous, pour les deals qu'on a aujourd'hui à l'international et notamment vraiment aux US et au UK, on voit des gens qui sont j'ai le sentiment plus direct, plus rapide, plus pragmatique, qui disent ok vous avez telle et telle référence, et ben vous savez quoi, ok on essaye, on y va quoi. Ils font plus confiance, sont moins méfiants, tu penses? Ouais, je pense qu'ils ont plus confiance en eux-mêmes. Ouais. Et en fait, ils disent, je sais pas, c'est pas grave, on arrêtera, c'est pas un souci. En France, tu prends un petit déj, deux petits déj, trois petits déj, un déjeuner, trois dîners, tu fais 4 pilotes. Tu vois, il y a toujours ce truc qui est de dire, mais est-ce que ça va marcher, quoi? Est-ce que ça va marcher? Et en fait, il y a un truc qui est dingue, que je trouve dingue, hein. Moi, je suis épaté par cette capacité en France qu'on a à produire des grands mathématiciens, des ingénieurs incroyables et à produire des solutions dingues, mais vraiment dingues. Mais par contre, je suis aussi épaté par notre capacité à tout complexifier. Mais vraiment, c'était un poète russe, je crois, qui disait la simplicité est la vie de la perfection. Mais en fait, c'est super dur d'être simple. Mais les Américains sont hyper forts. Ouais. C'est qu'un Américain, tu lui donnes un truc compliqué, et à la fin, il te raconte l'histoire, et tu te dis, en fait, c'est hyper simple, et ça va marcher. Ouais. Un Français, tu te souviens même plus de la question. Et c'est c'est pas une caricature, vraiment, moi, je me bats contre ça au quotidien. Et je pense que, je discutais avec des gens de Gartner qui disaient, souvent, les produits européens sont meilleurs, mais les Américains, pour faire du business, ils sont souvent 10 niveaux dessus. Et je pense qu'on peut faire plus simple, qu'il faut faire plus simple. Tu penses que ça peut être lié au processus de décision, qui nous serait un peu trop hiérarchisé, structuré et trop compliqué? Ouais, pas que je veux pas faire. Moi, je veux pas faire de non, mais c'est quoi, c'est un peu machin. Mais je pense que d'abord, ça change doucement, timidement. Mais enfin bon, pas tant que ça. Mais je pense qu'à l'école, on t'explique que de toute façon, soit t'as fait des maths, soit ça va pas. Donc déjà, si on t'explique pendant 20 ans que t'es nul, c'est compliqué déjà d'avoir confiance en soi et d'avoir une bonne estime de soi, ce qui est pas le cas chez les Américains. Et donc en fait, quand on t'explique que ce que t'as fait, c'est pas une autre façon de voir les choses et une autre façon de faire, c'est juste nul. En fait, t'oses plus prendre de risques. Donc en fait, je pense qu'on est quand même un peu trouillard dans l'âme. Je pense que on a moins cette capacité réellement à prendre des risques, à avoir confiance en soi. En fait, quand tu prends pas une décision, c'est souvent parce que t'as pas confiance en toi, c'est pas parce que t'as pas confiance en l'autre. Un Américain, quand il te dit, OK, on va prendre ta solution, on va la tester, on y va, quoi, go, on rentre, c'est parce qu'il a confiance en lui, il a confiance en sa capacité à dépasser le truc et même à s'arrêter et à venir te voir et dire, maintenant, on s'arrête, quoi. Alors que je pense que beaucoup de Français se disent, voilà, ça va être compliqué, ça va être etc. Donc, vraiment, je pense que on n'est pas, on raisonne pas pareil culturellement et ça fait une différence et ça nous permet de produire des mathématiciens, des ingénieurs et des gens incroyables dans la technique. Mais dans le business, de mon point de vue, on a quelques trucs à aller chercher chez les Américains. D'ailleurs, les Américains vont chercher pas mal chez nous d'ingénieurs et de mathématiciens et de spécialistes de l'IA.
Et inversement, vous avez pensé à essayer de recruter des Américains? Et ben c'est ce qu'on fait là en ce moment. Non mais vraiment, je pense que cette différence culturelle, elle est géniale et que quand tu arrives à la faire coexister, elle est géniale. Moi j'ai adoré mes années passées en Afrique, j'ai adoré mes années passées à Amsterdam et mes voyages aux US, et en fait je trouve que ça nourrit énormément. Quand on parle d'égalité homme-femme ou de recrutement des hommes des femmes, mais c'est pareil, je trouve que ça donne une richesse incroyable et qu'il faut surtout pas se passer de cette richesse. Mais voilà. Donc ouais, on cherche. Génial. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, si tu devais recommencer Wooz from scratch, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à l'époque? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir faire, connaître, un peu ce qui t'aurait pu faire gagner du temps et éviter des erreurs, voilà. Il y a deux, trois choses. D'abord, il faut pas négliger, je crois, le passage d'une industrie à une autre. Moi, je suis passé du monde du conseil au monde du software. Et vraiment, c'est deux cultures et deux façons de penser qui sont très différentes. Et j'avais probablement sous-estimé ce passage. Donc, j'ai appris, mais il m'a fallu un peu de temps. C'est différent, quoi? Parce que je disais tout à l'heure, le conseil, un client te demande quelque chose, tu lui dis oui tout de suite, tu vas lui trouver une solution, parce que de toute façon, il va payer pour ça. Quand tu fais du soft, tous tes clients te demandent des fonctionnalités de partout, mais vraiment de partout. C'est-à-dire que tu veux l'option machin, tu veux ci, tu veux ça, et puis en fait, tu voudrais staffer comme ci, staffer comme ça. Tu peux pas tout développer, c'est impossible. Au début, vous aviez trop tendance à dire oui. Ouais, même encore maintenant. Hein. Mais encore une fois, alors attention, quand on dit oui, c'est vraiment important. Nous, on dit oui, mais ça veut dire que ça bénéficie à tous les clients. On fait pas de développement spécifique, mais en revanche, oui, c'est juste que au-delà d'avoir trop tendance à dire oui, c'est difficile d'apprendre à dire non quand t'as toujours dit oui. Tu vois, c'est compliqué. La deuxième chose, c'est que je mettrai et j'essaierai de trouver dans les fondateurs un type, probablement un marketeur américain, un type qui vraiment nous oblige à simplifier la pensée. Et j'embaucherai beaucoup plus de commerciaux dès le début. Et j'équilibrerai mieux. On a beaucoup investi en R&D. C'est génial parce qu'on a un produit maintenant, et c'est ce qui nous a permis de gagner énormément de comptes de tier 2 et de tier 1, parce qu'on a un produit complet. Je vais donner, d'ailleurs, je peux donner à ceux qui nous écoutent un exemple concret. Il se trouve que on avait un concurrent aux États-Unis, et ce concurrent, en 12 mois, mais ça fait rougir, hein. Enfin, je veux dire, en tout cas, ça fait envie. Hein. En 12 mois, ils avaient sorti 15 millions d'euros d'ARR. En 12 mois, c'est incroyable. Nous, pour faire ça, c'est 7 ans. Et en fait, le truc dingue, c'est que au bout d'un an, ils ont tout perdu. Parce que leur produit marchait pas. Et en fait, c'est la force et puis en même temps la faiblesse américaine. Mais moi, je trouve qu'il y a à apprendre vraiment de ça. Donc, ouais, j'investirais plus dans le commercial dès le début. Donc, t'aurais fait une levée plus tôt? Je sais pas, c'est compliqué. En fait, ça c'est très compliqué parce que mine de rien, on a quand même besoin d'un soft. C'est très compliqué de démarrer notre business par encore une fois des petites entreprises. Tu peux le faire, mais j'ai peur que sur ce business, ce soit extrêmement compliqué et pas viable à terme. Donc oui, tu peux faire des petites levées de fonds, tu peux, etc. Mais est-ce que c'est viable? Moi, honnêtement, j'ai émis un très très gros doute. Mais si tu voulais staffer avec beaucoup de commerciaux, t'avais pas trop le choix, quoi. Bah si, tu fais un petit peu moins de R&D. Mais en fait, je parle pas de beaucoup de commerciaux. Hein. Je parle de 1 ou 2 en plus. Ah oui, d'accord. Mais des vrais mecs qui ont fait ça toute leur vie en commercial software B2B. Tu vois, c'est vraiment... nous, on est arrivés, on avait vendu du conseil, on l'avait bien vendu. Hein. Enfin, je veux dire, quand tu fais 20 millions d'euros de chiffre, tu vas chercher du chiffre d'affaires. Mais c'est pas pareil de vendre un soft et de vendre des missions de conseil. Et probablement, ça aurait été hyper bénéfique à la boîte d'avoir un associé qui soit un type venant du software et un pro vraiment de la vente software. Parce que c'est pas tout à fait les mêmes cycles de vente et de décision. Donc voilà, probablement sales, marketing, ça, je ferai évoluer un peu. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as connu un échec chez Wooz ou même avant sur lequel tu as pu capitaliser aujourd'hui, vraiment quelque chose qui t'a marqué et que tu aimerais partager à ceux qui nous écoutent? Écoute, moi je pars du principe qu'un échec c'est un truc qui te met à terre. Donc est-ce que j'ai déjà été mis à terre? Non. Est-ce que j'ai eu la chance
J'ai eu la chance de jamais avoir été complètement à terre. En revanche, je me suis fait des belles peurs, des vraies peurs. Quand j'avais ce cabinet Innoven, on a grossi très vite, mais vraiment très vite. Et au bout de 2 ans, on faisait quasiment 5 millions d'euros de chiffre. On avait le vent en poupe, on embauchait vraiment des gens très seniors, on avait tapé des comptes mythiques à l'époque. Enfin, je veux dire, ceux qui à l'époque ont vu l'ascension de venteprivée.com se rappelleront que c'est une boîte qui a évolué de façon incroyable, et ça a été un de nos premiers clients avec AOL qui avait le vent en poupe, etc. Donc on avait plein de clients qui étaient vraiment hype en fait. Et donc nous on a des consultants qui étaient hyper contents d'aller chez Vente Privée, d'aller chez AOL, d'aller etc. Donc on a vite évolué. Et puis donc on avait très vite 20 personnes, puis 30 personnes, puis 40 personnes. Et puis un jour, le même jour à peu près, j'ai 3 de mes associés qui m'appellent en me disant tel compte, notre client là, il est racheté. Okay. Et là on se dit putain, on va plus faire de business. Enfin, c'est fini quoi. Et donc je pense que c'est une des premières fois où vraiment je dors pas la nuit. Ce qui m'arrive quand même très rarement. Je suis assez peu sensible au stress. Mais là vraiment je me dis ça va être chaud. Là tu te dis on est monté très vite et puis d'un coup pouf. Et puis le lendemain je réunis tout le monde et on se dit bon qu'est-ce qu'on fait. Et là on se fait un plan d'attaque, mais vraiment pour aller trouver de nouveaux comptes, etc. Il se trouve que 3 mois plus tard on avait doublé le nombre de clients. Tous les clients qui avaient été rachetés ne nous ont pas quittés, c'est-à-dire qu'en fait on savait même pas comment trouver les consultants pour staffer l'émission. Et le véritable apprentissage que j'ai pris vraiment là cette fois-ci, et que j'ai repris plusieurs fois, c'est qu'en fait, quand t'as une équipe soudée, quand les gens se connaissent, quand les gens savent travailler ensemble et se font confiance, mais vraiment, pour moi, une équipe, c'est pas je porte le même maillot ou je transpire ensemble, c'est vraiment je me fais confiance. Et se faire confiance, ça veut dire ce que m'a dit l'autre, d'accord ? S'il l'a dit, il avait une bonne raison de me le dire. Et ça change tout en fait. Il peut rien t'arriver. En fait, chaque fois que j'ai eu vraiment un problème, tu réunis en équipe, tu dis ok les mecs, maintenant il faut qu'on arrive à trouver une solution. La solution tu la trouves. Et ça c'est un gros enseignement, parce que ce jour-là, le jour où tu comprends ça, tu sais que t'es pas seul. Et en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, t'as plus peur de ce qui arrive. C'est-à-dire que tu prends les problèmes, tu les traites les uns après les autres, mais en fait tu sais que t'es fort parce que t'es fort à plusieurs. Voilà. Et ça, honnêtement, je pense que c'est un des gros enseignements. Et ça me rappelle une histoire. C'est amusant que je te raconte ça, parce que ça me rappelle une histoire quand je suis arrivé dans cette école d'ingénieur, l'ENSIMAG pour pas la citer, école d'ingénieur d'informatique et mathématiques appliquées à Grenoble. Il faut que je m'achète un PC. Moi, j'ai pas trop de moyens, etc. Je regarde le marché, il y a rien. Je me dis qu'il y a peut-être un achat groupé. C'est un énorme pôle universitaire à Grenoble. Et il y a rien. Donc je lance un achat groupé, je vais voir les intégrateurs. À l'époque, il y a des intégrateurs de PC, je vais les voir, je leur dis voilà, je voudrais lancer un achat groupé, etc. Et je me constitue une petite équipe de vendeurs qui sont des types de la même promo que moi, quoi. Je suis en première année, donc moi je suis nouveau dans le showbiz en fait. Je regarde le truc, je me dis. Et puis le jour où on lance, tout le monde me lâche. Et en fait, les mecs me disent non, mais en fait, on peut pas vendre. En fait, on va pas y arriver, quoi. Et je me retrouve et je me dis ok, je continue ou j'arrête, quoi. Et puis je me dis non, je vais continuer. Je vais pas lâcher prise. Ils ont eu peur de quoi? Et de vendre des PC, tu vois. C'est mine de rien. C'est quand tu l'as jamais fait, c'est nouveau, quoi. Donc, oui, mais bon. Et je remonte une équipe. Je retrouve 3 personnes à la volée. Et en fait, c'est un vrai succès. Et ça a duré 3 ans. Et à la fin 3e année, on a vendu pour 1,5 million d'euros. Donc, si tu veux, en un mois, en 6 semaines. Donc, si tu veux, l'intégrateur avec qui on bossait, il était heureux, lui. Il voyait des bons de commande arriver, voilà. On se posait pas de questions. On s'était même pas posé la question du droit. Est-ce que c'était légal? On avait des bons de commande. Voilà. Mais on prenait les chèques d'acompte. Enfin, bon, bref. Mais voilà, c'était une grande expérience que, pareil, tu lâches pas. Tu remontes une équipe et en fait, ensemble, en équipe, tu y arrives, quoi. Incroyable. Ça t'a financé ton ordi, du coup. Ça m'a financé mon ordi, ouais, bien sûr, ouais, non, ça, c'était important pour moi, donc. Oui, je me doute. Donc ouais, tu vois, même avec un modem à l'époque, un RTC à 56K qui me permettait de me connecter à l'école, c'était extraordinaire. On n'avait pas d'ADSL à l'époque, mais voilà, je pense que le véritable, non pas échec, mais la véritable leçon de vie, c'est ça pour moi. Ouais. C'est révélateur comme cette anecdote sur ta façon d'être. Déjà, même en école,
les problèmes, tu les adresses et t'y vas. Tu fais pas, tu le résous pas simplement. Tu vois toujours grand, quoi. Bah, en tout cas, il y a un truc, c'est que je crois vraiment que les problèmes, il faut les adresser. Si tu les adresses pas, de toute façon, ils vont te revenir dans la tête, mais beaucoup plus gros encore. Oui. Donc, et je pense que quand on a peur d'adresser les problèmes, en fait, on va dans le mur, vraiment. Oui, mais t'aurais pu te contenter de faire un achat groupé. Bon, ok, dans ma promo, qui veut un ordi versus financer. Ouais, mais ça aurait pas. Alors, d'abord, ça m'aurait pas financé mon PC. Et deux, ça aurait pas été très intéressant pour l'intégrateur. Et trois, je me posais pas la question. Je pense qu'en fait, il faut aussi, à un moment donné, l'intérêt quand t'es jeune, c'est que tu te poses pas trop de questions, tu fais les choses. À un moment donné, t'es dépassé par les. Non, mais je pense que c'est aussi un truc. Enfin, moi, je suis désolé, je le dis. Je sais que c'est pas un discours très courant, mais en fait, je pense que quand tu réussis un truc, le facteur chance, il est super important. Alors, en fait, quand on a lancé 10, bah, en fait. À un moment donné, il y en a un qui réussit, mais ce que je veux dire, c'est que faut juste pas oublier que la chance, c'est super important. Souvent une énorme question de timing, hein, être au bon moment, au bon endroit, le coup de pouce, le bon contact, la bonne rencontre au bon moment. Écoute, c'est marrant parce qu'avec Gérald Carcenti, on a partagé une étude il y a quelques mois sur LinkedIn. C'était assez amusant. Il y a une étude qui a essayé de modéliser l'évolution de l'humanité en termes de richesse. Et donc ils ont adapté plein de paramètres, la répartition du QI dans la population, la répartition de la force physique, etc. Bref, ils ont plein de paramètres. Et puis ils ont étudié, ils ont tuné leur modèle pour qu'on arrive à la répartition de richesse telle qu'elle existe aujourd'hui. Et donc leur modèle permet de partir il y a quelques millions d'années et puis de construire l'humanité comme ça en termes de richesse et d'arriver à ce qu'est la richesse aujourd'hui. Et de là, ils voient quel est le facteur le plus important. Est-ce qu'il y a un ou des facteurs déterminants dans la richesse des individus. Je parle pas dans leur bonheur, hein, c'est autre chose, mais la répartition de la richesse, c'est ça le sujet. Le critère. Et en fait, le seul facteur décisif et le seul facteur déterminant, c'est la chance. Ok. C'est embêtant parce que ça noie un peu le facteur de j'ai du talent et je suis extraordinaire, mais voilà. Donc je crois qu'il faut avoir de la chance, quoi. Ouais. Faut avoir de la chance et puis faut rencontrer les bonnes personnes. Oui. Après, il faut se donner les moyens de la provoquer, quoi. Donc, c'est sûr que, comme tu disais, quand tu multiplies... Ouais, mais il faut avoir aussi vraiment la chance de rencontrer des gens incroyables. Moi, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer des gens incroyables. Je parlais de chefs-d'œuvre. Quand tu montes une boîte dans le vin avec un gars qui a un talent que très très peu de gens sur cette terre ont, c'est un mec qui déguste entre 10 et 30 000 vins par an et qui se souvient de tout ce qu'il a dégusté. Tout. Ouais. C'est le mec qui a une mémoire d'un jour d'échec, sauf que dans le pinard, tu vois. Bah, en fait, cette rencontre est extraordinaire. Donc, tu vois, il faut avoir la chance de rencontrer des gens extraordinaires. Les gens avec qui je bosse au quotidien chez Woos, ils ont tous un truc magique, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais je crois pas au fait que tu tombes comme ça, vraiment par hasard, sur quelqu'un comme ça. En fait, pour moi, c'est une succession de choses que t'as fait dans ta vie qui te permettent, au bout d'un moment, de potentiellement rencontrer ce genre de personnes, quoi. Oui, pas que. Je pense qu'il faut savoir, les reconnaître, et pour ça, il faut savoir garder les yeux un peu d'un enfant et d'être très merveilleux en se disant, putain, ce gars, il est génial, quoi. Non, mais cette femme, cet homme, sont des gens incroyables. Et en fait, il faut s'intéresser, et voilà. Et j'ai comme ça rencontré des gens, moi, qui ont pas mal vraiment façonné ma façon de penser, ma façon d'imaginer le monde. Tu vois, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un ami pareil, Nicolas Dubreuil, c'est un explorateur polaire, c'est un gars qui vit au pôle Nord pour partie, qui a une maison à Couche-Florswork, au fin fond du pôle Nord, et qui te raconte des choses incroyables, mais vraiment, et qui te raconte des choses sur l'équipe, sur l'exploration, sur la façon avec laquelle vit le peuple inuit, et donc tu t'inspires de ça. En fait, je pense que il faut trouver des gens qui nous inspirent. Ouais, c'est sûr. Totalement raison. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le software, qu'est-ce que ce serait ? Bah, c'est d'y aller. Écoute, c'est d'y aller. Ça veut pas dire que la première fois sera la bonne, mais je suis désolé, je me réfère souvent à des études parce que je trouve que on a souvent un regard biaisé parce qu'on manipule pas de données, et nous chez Woos on aime bien la donnée et on manipule la donnée parce que en fait à un moment donné c'est important. Et en fait il y a une étude qui montre que l'âge où tu maximises ta probabilité de réussir une startup, c'est 43 ans. Ok. Donc c'est marrant, hein, c'est contre-intuitif. La plupart des gens pensent que c'est 25. En fait, la réalité, c'est que tu peux commencer à 25 ans. Et t'as plutôt... Alors, moi, j'aurais tendance à dire, honnêtement, pour des gens plus jeunes qui nous écoutent,
commencez éventuellement, faites quelques années dans les grands groupes. C'est hyper structurant, ça permet de créer vraiment des réseaux de gens qui resteront soit vos mentors, soit des partenaires pendant très très longtemps dans votre vie. Ça permet d'apprendre des process, du métier, etc. Et puis après, allez entreprendre. Après, si vous voulez entreprendre juste après l'école ou pendant l'école ou avant l'école, pas de problème. Mais en tout cas, je pense que ça maximise les probabilités de succès. J'ai plein de contre-exemples à ce que je dis, hein, donc j'ai bien, je comprends bien la limite de ce que je dis, mais après ce qu'il faut, c'est se lancer, et ce sera peut-être pas la première fois la bonne, ce sera peut-être la deuxième, la troisième. La deuxième chose, c'est se lancer tout seul, c'est toujours un peu casse-gueule, donc je pense qu'il faut se lancer idéalement à 2 ou 3 en se connaissant bien, etc. Mais je peux te donner un contre-exemple. J'ai rencontré un jour, j'espère qu'ils m'en voudront pas, mais parce que je leur ai jamais raconté l'histoire, mais un jour dans ce cabinet de conseil, j'ai quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, écoute, faut absolument que tu rencontres 3 jeunes, ils sont incroyables, leur projet est incroyable, et ils cherchent un investissement. Je dis, écoute, c'est bon, j'adore, hein, mais ils ont 21, 22 ans, est-ce que c'est vraiment le moment pour eux, etc. Et puis elle me convainc, puis je les rencontre, et puis je vois ces jeunes. Alors ils commencent en me disant, voilà, nous on est comme Mark Zuckerberg, ils vont se reconnaître, hein, et c'est comme Mark Zuckerberg, en fait, on vient d'arrêter nos études. Ils étaient en école de commerce. Et là, je dis, putain, ça part mal. Moi, je crois pas mal à... Marc, il a quitté Harvard. Et en fait, les types me disent, voilà, on a monté une boîte, on l'a foiré. On a monté 2 boîtes, on l'a foiré, deuxième boîte. Puis là, on monte ça. Et là, ils me parlent de leur marché. Et j'ai l'impression d'avoir les meilleurs consultants en stratégie en face de moi. Et je vois des mecs géniaux, mais vraiment des mecs incroyables. Et j'investis dans leur boîte, hein. Et j'ai eu raison parce que ils viennent de faire une sortie incroyable. Cette boîte, c'est Studapart, et les fondateurs de Studapart, c'est des mecs, bluffants. Le patron, Alexandre, il est juste bluffant. Vraiment. Et moi, il m'a scotché. J'avais une petite quarantaine d'années à l'époque. Il en avait 22. Et je me suis dit, mais mon Dieu, j'aurais aimé avoir, à 22 ans, avoir 10% de ce qu'il a. Ouais, bien sûr. Il y a des gens qui sont pour ça. Mais, moi, il faut oser, il faut y aller. C'est pas grave si vous plantez. C'est vraiment pas, c'est pas un drame. Ouais. C'est ça le truc. Et je pense que c'est d'ailleurs un truc qu'on apprend beaucoup plus aux États-Unis. C'est allez-y, faites. On se plante pas. En fait, je vais pas citer le truc classique de Mandela qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mais c'est quand même un peu ça, quoi. Ouais. T'aurais quelque chose de plus spécifique au soft? Alors, le soft, c'est pas tout à fait comme la place de marché, le réseau social, etc. C'est-à-dire que c'est pas que... Ça dépend si tu fais du soft en B to petit B ou B to gros B. C'est-à-dire que, je m'explique, si tu fais des softs destinés aux PME, lance-toi vite. Pourquoi ? Parce que ton cerveau est pas encore assez complexe. Ton cerveau, il fait pas encore assez compliqué, en fait. Donc, tu vas faire des impasses énorme vraiment dans ce que tu vas développer, mais c'est exactement ce qu'il faut. Tu vas aller à la simplicité et c'est ce qu'il faut. Et donc j'aurais tendance à dire, attends pas trop longtemps si tu veux faire du soft pour des PME. Ouais. Tu veux faire des softs pour des grands groupes, il y a quand même 2-3 petites choses à maîtriser importantes, tu vois. Nous, pour bosser avec des grands groupes, si t'es pas ISO 27001, si t'as pas un système de sécurité de dingue, si t'es pas RGPD machin, enfin ça demande, il y a des vraies contraintes qui sont normales, hein. On manipule des milliards aujourd'hui nous d'affaires sur notre système, hein. Donc voilà, ça se gère différemment. Donc je pense vraiment que d'abord ça dépend ce que tu veux faire. Et si tu veux faire du soft, PME, etc., vas-y très vite, vends très vite et fais simple. Ouais. Vraiment, c'est pas la même chose que de faire du conseil, en fait, là-dessus. Après, le deuxième conseil que je donnerais pour être un peu plus spécifique, c'est idéalement si tu veux faire du software. Encore une fois, beaucoup d'endroits, ce sont des places de marché. T'as besoin de connaître ton marché. Si tu veux faire du software, vraiment être éditeur de logiciel, va d'abord bosser 3 ans chez un éditeur de logiciel. Ouais. Vraiment. C'est un métier, c'est une industrie, hein, l'industrie du soft. Donc si tu veux, oui, tu peux réinventer la roue, mais enfin, je te conseille d'avoir regardé 2-3 trucs avant, quoi. Ouais. Non, justement, tu me fais une passe. Le no-code, c'est un sujet que vous avez regardé chez vous ou c'est pas assez robuste Non. Alors le no-code, c'est plutôt une façon, c'est plutôt des systèmes qui permettent d'éviter de développer des choses. Nous, dans ce qu'on fait, on est éditeur de logiciel, donc le no-code, ce serait pour les problématiques qu'on a de temps réel, etc. Ça répondrait pas à notre besoin. En revanche, le no-code pour faire énormément, notamment ce qu'on appelle les fronts, donc énormément d'interfaces utilisateurs.
c'est vachement bien. Et honnêtement, je pense qu'on va gagner de plus en plus de temps. Le no-code associé aujourd'hui au Gen AI, ça va transformer les choses. Et c'est un système d'avenir. Moi, je crois beaucoup à ça, mais dans certains contextes. Ouais. C'est encore une fois, c'est toujours le même truc. C'est qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme si tu me disais le 4x4, t'y crois pas. Je suis certain que tu vas trouver des mecs qui vont me dire bah non, mais attends, c'est pas écolo. Ouais, c'est vrai. Si maintenant tu veux livrer des caisses au fin fond de l'Afrique, je te conseille pas d'y aller sans 4x4. Tu vois, donc en fait, ça dépend ce que tu veux faire. Le langage informatique, qu'il soit code ou no code, il dépend de ce que tu veux faire. Donc moi, j'y crois vraiment, mais pour faire des choses et pas d'autres. Et donc, je le mets pas à toutes les sauces. Mais comme on me demande si, l'AI, etc. Ça fait 10 ans que je donne des conférences sur l'AI. C'est génial, ça va transformer. Et moi, je pense que c'est c'est pas une mode. Hein, d'ailleurs, je pense qu'on est même en deçà de la réalité quand on décrit ce qui va se passer en AI. En revanche, pour l'instant, aujourd'hui, même la Gen AI, c'est un moyen, c'est pas une fin. On fait aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne fait pas d'intelligence artificielle, on fait de l'artificial smartness. On est malin. La Gen AI, c'est malin, mais c'est pas c'est malin. C'est très mathématique. Hein. Faut pas, y a pas de notion de conscience, y a pas de notion de sensibilité, etc. Donc voilà, donc le no-code c'est génial, mais ça dépend pour ce que tu veux faire. Tu mettrais où un peu la limite de l'utilisation du no-code, tu vois, en termes encore une fois, je te dis, de marché que t'adresses, pour faire des fronts, pour faire des interfaces utilisateurs, c'est super. Tu peux faire du back aussi, hein. Mais... Ouais, mais enfin, alors là pour le coup, c'est là où tu réalises. Je pense qu'à un moment donné, t'as une limite vraiment dans ce que tu vas produire. Voilà. Aujourd'hui, hein, attention, ça va encore évoluer énormément, ça, etc. Mais c'est comme les gens qui disaient, il y a 30 ans, les gens disaient Java, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux dire, à un moment donné, si tu veux développer un driver bas de niveau pour ton imprimante, d'accord, tu vas pas utiliser Java, d'accord. En revanche, tu veux développer un système plutôt back office, etc. Et puis si tu veux développer du front, bah, tu vas utiliser un autre langage. C'est juste que, en fait, c'est pas, tu utilises pas un langage pour tout faire. Le no-code, ça fera pas pour dire autrement, je ne crois pas au miracle, d'accord. Mais en revanche, c'est hyper utile et c'est hyper bien. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y aurait eu une idée, un produit ou un projet que tu aurais aimé lancer dans ta vie, que t'as pas eu le temps jusque-là, mais voilà, qui reste un peu encore dans ton coffre, pas secret, mais on va dire quelque chose que pas que tu regrettes. Mais écoute, non, je regrette pas, mais il y a un projet, je peux en parler parce que c'est vraiment, c'est pas que je regrette de pas l'avoir lancé, c'est que on l'a lancé et que là on regarde les projets qu'on va faire. Je regrette de pas l'avoir lancé plus tôt, mais on a un soft qui permet de faire de l'allocation de talents sur des projets et de trouver des projets pour des talents. Et donc, en fait, ça fait cette correspondance. Nous, on croit beaucoup au fait de redonner. On a la chance d'être dans un pays où on peut créer une entreprise, on peut développer une entreprise, on peut internationaliser, etc. Là, on aimerait bien redonner et on cherche aujourd'hui une association qui en fait a ces problématiques de staffing. Je pense à des gens comme Médecins du Monde, comme Médecins sans frontières, etc., qui font du staffing. Je pense à Handicap International. Et on pense qu'on a un truc à jouer sur la compétence et probablement donner accès à des missions, puisque maintenant on parle de Global Talent Deployment. Donc en fait, on peut faire travailler n'importe qui de n'importe où. Tu vois, des gens qui sont des personnes en situation de handicap, leur donner accès à travers nos clients à des missions de conseils, de services, parce que notre solution va faire du matching, va matcher leurs compétences avec des besoins. Voilà, ça c'est le projet que j'aimerais bien. On l'a timidement lancé il y a 2 ans, et puis on a été pris par le flot des choses. Et ouais, j'ai un regret qu'on n'ait pas suffisamment trouvé le temps de lancer plus fort. Et donc c'est un des objectifs qu'on s'est donné sur les 12 prochains mois. J'ai bien compris que ta question était plutôt sur le projet entrepreneurial, mais voilà, ça c'est un truc vraiment qui me pas moi d'ailleurs, hein, qui touche tout le monde dans la boîte et sur lequel on se dit on a vraiment des choses à proposer et à donner en fait. Voilà, ça va être c'est un projet important pour les 12 prochains mois. Ok, génial. Tu connais l'entreprise Brigade qui met en relation
des personnels plutôt la restauration, le bar. Ouais. Alors il se trouve que nous on est plutôt sur, tu vois, nos ontologies de compétences sont. Il y a des gens qui font du staffing comme ça sur des personnels plutôt moins qualifiés, etc. Ouais. Nous on est plutôt sur ce qu'on appelle les knowledge workers, et donc c'est pas là où on va exceller, tu vois, mais on va plutôt chercher vraiment. Je te dis handicap international, médecin du monde, médecin sans frontières. Non, bien sûr. Mais dans le principe, c'est super intéressant. Ouais, bien sûr. Ouais, mais complètement. Ouais. Parce que en termes de techno, c'est pas. Enfin oui, si, c'est quand même un peu différent, mais on va dire sur le grand principe. Ouais, bien sûr. Et moi, je trouve ça génial. Et je pense que vraiment le digital doit donner plus de moyens à des gens qui on va dire que la vie leur a pas simplifié complètement le process dès le début. Ouais, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Mais c'est une petite histoire. Moi, en plus, c'est vraiment, on a beaucoup nous aussi à apprendre de ça. Hein. Je pense à mon pote Nicolas Dubreuil. Quand il fait des explorations polaires, il fait traverser des gens, il fait traverser le pôle Nord aux gens. Il me dit, c'est 100 fois plus enrichissant et 100 fois plus intéressant d'emmener des gens en situation de handicap traverser le pôle Nord que d'emmener des sportifs de haut niveau. Ouais. Il me dit, les gens en situation de handicap, des difficultés, ils en ont tous les jours. Donc traverser le pôle Nord, easy, mais vraiment. Enfin, il le dit, mais jamais t'as quelqu'un qui se plaint. T'as ça, il dit un sportif de haut niveau, tu lui dis qu'il va falloir manger du gras. C'est vrai, il faut manger du gras, sinon à moins 50 degrés, t'as un vrai problème. Hein. Enfin, et ben les mecs ils mangent pas de gras, ils veulent pas manger de gras. Les mecs prennent des risques parce que globalement ils ont l'impression qu'ils sont sportifs de haut niveau, donc ils peuvent aller se balader tout seuls sur la calotte glaciaire. Et le type te dit c'est ingérable. Honnêtement, il dit c'est vraiment compliqué. Donc même pour nous. C'est aussi d'une richesse incroyable. On a besoin de cette richesse. Ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu le projet qui me motive pour les 12 prochains mois, au-delà de tout ce qu'on fait sur vous, hein, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Bah génial. Écoute, j'espère que ça verra plus que le jour, même si c'est engagé. On suivra ça avec attention. Qu'est-ce que tu fais que tu penses qui te permet de réussir dans ce que tu entreprends aujourd'hui, un peu tes hacks, tes astuces, tes routines peut-être, voilà, quelque chose que tu penses avoir identifié. Ça, il faudrait, je pense qu'il faudrait demander à mes collègues, avec les gens avec qui je bosse, mais je crois que d'abord, j'essaie, je dis pas que j'y arrive tout le temps, hein, mais j'essaie de pas m'attribuer les succès. C'est-à-dire que j'essaie de faire que quand ça foire, c'est moi, et quand ça réussit, c'est nous. Et bon, les exemples types, c'est que chaque fois qu'on a signé un gros contrat, j'ai pris tous les gens qui avaient œuvré à ce contrat et on l'a signé ensemble. Tu vois, c'est tout bête, mais c'est faire que ce moment magique, tout le monde y participe, et pas toi qui va mettre ta signature, etc. Ouais. C'est vraiment de partager, de miser sur l'équipe. Après, je pense qu'il y a un autre hack. Enfin, je sais pas si c'est un hack, mais en tout cas, c'est une philosophie. C'est faut rien lâcher, quoi. C'est-à-dire que en fait, je pense vraiment un des facteurs clés, l'entrepreneuriat, c'est un bazar. Pour moi, le meilleur film qui symbolise l'entrepreneur, c'est Le Sens de la Fête. Honnêtement, c'est de l'anti-Bakri. Bakri, généralement, c'est le mec qui hurle sur tout le monde. Là, c'est lui qui prend quand même toutes les emmerdes. Et ce film, il est génial parce que c'est ce que tu vis tous les jours en tant qu'entrepreneur. Et je pense qu'il faut rien lâcher. Et ça, c'est un truc, c'est fondamental. La troisième chose, je crois, c'est si tu veux voir grand, c'est très difficile de le faire seul. Alors je comprends, on peut avoir comme modèle Elon Musk, etc. Mais je pense qu'il faut le faire en équipe. Et pour ça, il faut avoir conscience que tu peux pas avoir des gens qui sont des moutons à 5 pattes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir ce que chacun est capable de faire. Il faut savoir ce que tu es capable de faire. Il faut savoir là où t'es mauvais. Et en fait, en fonction de ça, répartir la charge et répartir les responsabilités en fonction de ça. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on bosse, quoi. Et voilà. Puis après, ça dépend des caractères. Moi, je vais te dire très honnêtement, je crois pas être un type très courageux, donc j'essaie de trouver des marchés sur lesquels je suis dans un océan bleu, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de concurrents, voire pas de concurrents. Mais t'as des gens qui eux ont besoin de se battre. En fait, ils sont dans la compétition éternelle, ils ont besoin de se battre. Donc ça dépend qui tu es en fait. Et c'est pour ça que je suis toujours embêté quand on pose cette question, parce que j'aurais tendance à dire ça dépend vraiment de la personne qui écoute. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux savoir, c'est toi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que si tu me le demandes, c'est probablement pour essayer de dire à des gens qui nous écoutent, ok. Non, parce que je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront c'est ça. En toi. C'est exactement ça. C'est en fait, il faut que ça résonne. Si ça résonne pas, il faut pas.
faut pas chercher. C'est pour ça que j'essaie de recevoir une multiplicité de profils génial. plus variés. Mais voilà, donc moi je te dis voilà, je crois que ce qui marche chez moi, c'est le fait de bosser en équipe, de réussir en équipe et de construire un truc ensemble. Ouais. Alors t'évoquais la multiplicité des problèmes. L'une des clés que tu nous as données, c'est effectivement de bien avoir conscience qu'on n'est pas seul et de les résoudre ensemble. Mais quand même, il y a quand même un certain poids, surtout quand on les a au quotidien. Comment tu fais un peu pour prendre du recul sur ça, pas te laisser un peu submerger par que ce soit l'émotion ou l'anxiété ou... Alors d'abord, moi je suis pas. J'adore les émotions positives, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que si l'émotion est pas positive, elle va pas trop me toucher, parce que ça draine l'énergie vers le bas, parce que faire la gueule c'est facile. Hein. Enfin, honnêtement, n'importe qui peut le faire. Donc, je vais pas me laisser submerger par ça. Je suis pas un garçon très stressé. En vrai, je pense que quand on a la chance d'être en bonne santé, de faire un boulot hyper intéressant, quand on a la chance de faire ce qui nous plaît, je veux dire, so what. Donc, tant que on m'annonce pas une maladie grave qui me cloue dans un lit d'hôpital, tu vois, Mais c'est un travail que t'as fait sur toi pour moi, j'ai eu un accident grave en fait quand j'avais 20 ans. Ok. Je me suis j'ai un peu touché très fort l'œil gauche, donc je me suis retrouvé, je suis passé 7 fois sur la table d'opération, j'ai passé plusieurs séjours à Paris, etc. Donc ça m'a fait vachement réfléchir en fait. Tu déjà parce qu'au début t'es dans le noir, et puis ensuite parce que t'as 20 ans, tu te dis mince, c'est un truc bizarre, t'es en prépa, t'es entre tes écrits et tes oraux, et puis d'un coup tout s'arrête quoi, tu vois. Tu sais que t'as fait les écrits, t'iras pas aux oraux, bon l'année suivante tu refais tes écrits, tes oraux, mais ça t'arrête quand même net. Et là tu prends vraiment du recul, tu vois des gens. Moi, je me souviens, à un moment donné, il faut que je passe un scanner, et je suis à côté d'un type qui a 45 ans à l'époque, et qui me demande de lui raconter mon histoire. Je lui raconte, voilà, j'ai voulu bricoler, j'étais sur une machine à bois professionnelle. Évidemment, bon bref, je me tape un morceau de bois dans l'œil à une vitesse, je veux dire, la toupie qui tourne à 16 000 tours minute. Enfin bref, je me défonce l'œil. Et là-dessus, il me dit, mais c'est hyper dur à votre âge. Et le mec vraiment, il a cette sensibilité où il y a une forme d'empathie, de sympathie. Je sais pas, il est troublé pour moi. Ouais. Puis moi je lui dis, bah et vous monsieur? Il me dit, bah moi j'ai un microbe une bactérie qui m'a dévoré l'œil gauche, et puis on m'opère pour essayer de me sauver l'œil droit parce qu'elle commence à dévorer l'œil droit. Et donc tu te dis, le type va probablement devenir aveugle. Ouais. Quand tu vas à l'hôpital des 15-20 à Paris, t'as comme un panneau en face des 15-20 avec un type avec une canne blanche en disant attention, sortie d'aveugle. Et en fait là tu regardes ce type qui va potentiellement perdre la vue, et tu dis bah moi potentiellement je vais perdre que l'œil gauche. Ouais. Et en fait, tu prends du recul par rapport à ça, tu relativises. Et tout ça sont des histoires qui font que tu relativises énormément. T'es en classe prépa, on t'a expliqué que c'était dramatique si tu réussissais pas, et tu dis oui, mais enfin bon, en même temps devenir aveugle, ça c'est dramatique. Ouais. Donc en fait, toutes ces histoires-là, et puis chaque fois que tu fais des choses un peu compliquées et que tu sens un peu les balles passer près des oreilles, tu relativises vraiment, et tu dis bon finalement ça s'est bien passé, et tu relativises par rapport à tous les gens. Moi j'ai encore ces souvenirs aussi quand j'étais en Afrique de gens vraiment pauvres, tu vois, et tout ça doit nous faire réfléchir. Donc en fait, j'ai toujours considéré que j'avais beaucoup de chance et qu'il y avait toujours il y avait des gens beaucoup, enfin qui vivaient pas plus malheureux, hein, je dis pas ça, mais qui vivaient des vies beaucoup plus dures que la mienne. Donc en règle générale, j'essaie de pas me plaindre et d'avancer. Et je pense que ça ouais, c'est sûr. Mais tu le documentes par exemple, ou il faut quand même le nourrir, tu vois. On a tendance un peu à oublier assez rapidement. Ça arrive souvent. Tout le monde a expérimenté, je pense, au moins une fois dans sa vie, une prise de conscience de dire ouais, mais pourquoi je m'embête avec tout ça en fait. Alors quand tu expérimentes ça, qui est pourquoi je m'embête avec ça, tu peux l'oublier. Ouais. Quand tu passes un an dans les services de l'hôpital des 15-20, que tu vois des gens perdre la vue, que tu vois, etc. Moi, je l'ai pas oublié. Tu vois, c'est con, mais et je pense que c'est ça, c'est que, enfin, toutes ces histoires un peu dures. Tu vois, j'en ai plusieurs autres. Je veux pas, tu vois, c'est pas l'idée, c'est pas de faire pleurer, mais j'ai vu des gens vraiment vivre des choses très dures, beaucoup plus dures que moi, et quand ce sont des proches, bah en fait, ça te marque, et tu te dis, bah finalement, moi j'ai de la chance, et je vais pas me plaindre, donc je me plains pas, et je pense que réellement l'entrepreneuriat, il faut être
résistant et résilient. Et tu vois, et puis après, t'as tout ce concept sur l'antifragile qui est que tu te nourris du chaos et que tu deviens plus fort. Bon, c'est dans la théorie, hein. Enfin, je veux dire, quand tu prends un gros chaos, tu mets un peu de temps, mais je pense que ça, c'est une des leçons de l'entrepreneuriat. Et je pense d'ailleurs que, je me permets de finir, mais je pense que quand tu commences l'entrepreneuriat, tu vois, je reviens à ces jeunes gens qui sont moins jeunes maintenant de Studapart. Ils avaient foiré une boîte, puis deux. Et en fait, je pense que c'est quand tu foires, tu t'endurcis et tu t'apprends à relativiser, t'apprends à rien lâcher et en fait, à un moment donné, tu réussis. Ouais. Ah bah, je suis complètement convaincu que c'est dans l'échec qu'on progresse. Alors, l'échec, tu le mesures comme tu veux, mais c'est clair, il faut tester et se manger un peu des murs pas trop longtemps. Mais... ouais, mais je crois que t'as raison. Ouais. Non, mais c'est sûr. Je voulais te dire un truc, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Ok, bah écoute, merci beaucoup de le partager. Oui, ça me revient. C'est que je connais quand même pas mal d'entrepreneurs qui réussissent plutôt dans ce qu'ils entreprennent, etc. Mais qui arrivent pas à avoir le recul suffisant pour se laisse trop submerger par les problèmes, quoi. Donc c'est bien de... Mais je pense que c'est pour ça que vraiment, cette étude qui dit que l'âge optimum pour créer une boîte, c'est 43 ans, c'est qu'à un moment donné, enfin, la vie t'amène à relativiser. Ouais. Moi, j'ai vu des gens transformés en ayant des enfants. Parce que là, tu relativises beaucoup ton travail. Bien sûr. Et notamment les femmes. Tu vois, c'est tout bête. Moi, moi, quand j'ai eu mes enfants, j'ai beaucoup relativisé. Je me suis dit, en fait, ce que je fais, c'est pas compliqué. Ouais. Mais vraiment, enfin, je veux dire, élever des enfants, mais à côté, tu peux monter 10 projets entrepreneuriaux. Oui, c'est sûr. C'est voilà. Donc non, mais je pense qu'il y a plein d'éléments dans la vie qui t'amènent à relativiser. Et je trouve que en même temps, derrière, commencer jeune, ça permet d'apprendre, ça permet et puis tu te relèves quand même. Je pense que ça suit un peu la vie, c'est-à-dire que quand t'es malade à 70 ans, tu te relèves un peu moins vite que quand t'en as 25. Quand tu prends une cuite à 70 ans, tu te relèves un peu moins vite que quand t'en as 25. Bah, c'est pareil, quand tu foires à 25, tu te relèves plus vite en fait. Hein. Et tu repars au combat et t'y vas, et puis à un moment donné, ça marchera. Ça marchera. Voilà, faut pas lâcher, quoi. Ouais. Comme me l'a dit récemment un ami dans un épisode, l'énergie est une fonction décroissante du temps. Oui, alors tu sais quoi? C'est vrai. Deux choses à ça. La première, c'est que l'énergie est une fonction décroissante que tu peux arriver à juguler avec le sport. Ça, c'est déjà une chose vraiment importante. Et quand je parle de sport, c'est vraiment de transpirer, parce que sinon, c'est pour courir à 7 km/h dans le parc Monceau, ça marche pas. Mais c'est vraiment faire du sport. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que t'as moins d'énergie. Moi, j'ai toujours vécu à 200 à l'heure. Mais la réalité des choses, c'est que c'est vrai. T'as moins d'énergie, mais tu fais moins de fautes de quart. Ouais, aussi, ouais. Et ça, mine de rien, c'est la différence qu'il y a avec l'expérience. Tu vois, la connaissance et l'expérience, c'est quand même un peu la différence. Et l'expérience, ça change tout en fait. C'est clair. Donc, à 25 ans, tu vas driver avec moins d'expérience et plus d'énergie, et à 43, tu driveras avec moins d'énergie mais plus d'expérience. Et en fait, et c'est ça. Et ce qui veut dire que t'as intérêt à faire énormément de choses entre 25 c'est clair. et 43 ou 50 si tu veux, d'accord? Parce que en fait, ça veut dire que certes l'énergie va décroître parce que c'est comme ça, physiquement on décroît. C'est encore pire à 70 ans, tu perds vraiment du muscle à ce moment-là, d'accord? Et ça c'est pour tout le monde. Mais en revanche, si tu as fait beaucoup de choses, tu as acquis beaucoup d'expérience et tu feras moins de fautes de quart. Donc au bout du bout, c'est juste pas la même vie. Donc en fait, c'était, je vais pas réussir à le dire correctement, je suis désolé, mais j'écoutais Sarkozy qui était auditionné au Parlement ou au Sénat, je sais plus, et qui disait un type, il disait monsieur, vous me rappelez quelqu'un qui parlait, qui remplaçait la force des mots par l'énergie de la conviction ou quelque chose comme ça, et puis après il dit ce garçon que vous me rappelez c'était moi, enfin bon, bref, mais il disait que voilà, il avait l'énergie pour lui a souvent
a souvent remplacé ce qui aurait dû être de la conviction plus soft, plus mesurée, plus etc. Donc voilà, faites des choses à 25 avec. Je dis ça, mais j'ai l'impression d'être un vieux con quand je dis ça. Non mais c'est horrible. Mais voilà, je dis il faut faire des trucs avec plein d'énergie et de conviction à 25, et puis à 50 t'en auras un peu moins d'énergie, mais t'auras acquis de l'expérience. Et en fait, voilà, c'est les courbes qui vont se compléter, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc tu parlais justement d'acquérir des compétences. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu progresses? Alors écoute, moi il y a une chose qui a toujours beaucoup compté dans ma vie et qui, je pense, continuera à compter jusqu'au bout, c'est la lecture. Et je pense que lire beaucoup et lire des choses qui parfois s'opposent, ça c'est important. La deuxième chose qui me permet de progresser, et ça c'est vraiment propre à mon caractère, c'est de beaucoup débattre. D'accord. Et je vais très très mal le dire, mais c'est Emmanuel Carrère dans un de ses bouquins qui disait il avait besoin de ne pas être d'accord avec les autres pour se mettre d'accord avec lui-même ou quelque chose comme ça. Et voilà, moi donc lire beaucoup, et ensuite beaucoup, enfin échanger beaucoup. Et puis il y a une troisième chose que j'ai apprise, c'est assez étrange. Mais tu vois, je te disais que je donnais, parce que j'ai plus beaucoup le temps, mais pendant 10 ans, j'ai donné beaucoup de conférences partout dans le monde, sur conférences qui s'appellent toujours Perspective 2040 et qui parlent des nouvelles technologies et de leur impact sur les business models d'entreprise et sur la société civile. Okay. Et j'ai écrit un bouquin qui est Lorsque mon boss sera une intelligence artificielle. Je sais parce que il y a une réédition prévue la fin d'année. Okay. Donc je suis en train d'écrire la réédition pour introduire les Gen AI, etc. Mais il y a un truc qui m'a halluciné. Et ce qui est drôle, c'est que je pense que si on s'en parle dans 5 ans, je serais curieux de savoir si ça fera le même effet sur toi, sur tes podcasts. Mais cette conf, en fait, je pense que j'ai donné même 200 fois. Et si je la donne demain, je vais redécouvrir quelque chose dans la conf. C'est-à-dire que ce qui est un truc de dingue, c'est que chaque fois que je donne cette conf à des comités de direction, à des élèves en executive MBA ou en grande école, etc., la réalité, c'est que j'apprends un truc. Ouais. J'apprends un truc de ma propre conf. Je suis censé normalement maîtriser. Ouais. Et je me dis, mais il y a un lien énorme entre le slide 100 et le slide 25 que j'avais pas vu. Différemment, ouais. Et en fait, je crois vraiment à ça quand on dit que dans les arts martiaux, dans le yoga, etc., il faut refaire et refaire les mouvements. Je pense que c'est la même chose là. C'est un truc incroyable. C'est que quand tu refais la même chose, en fait, t'apprends, ça devient un art et t'apprends un truc à chaque fois. Ouais. Voilà. Donc, il y a peut-être aussi ça, c'est une forme de régularité à réutiliser les mêmes choses et à refaire un peu les mêmes choses. Ah, mais c'est clair. Ça, j'en suis totalement convaincu. Souvent, un peu le nez dans le guidon, ce qu'on va faire, que ce soit dans une présentation où on a un peu toujours fait les choses de la même façon, voilà, et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se débloque parce qu'on a appris, on a lu, on a eu une discussion avec quelqu'un qui nous a fait voir un autre point de vue. Et là, il y a des planètes qui s'alignent, tout s'illumine. Mais tu vois, même le truc dingue, c'est le faire pour toi-même. Ouais. C'est-à-dire que tu refais, encore une fois, la même présentation, avec les mêmes slides 100 fois, et tu vas apprendre un truc de ta propre conf. Ce qui veut dire que, en fait, quand tu prends un peu de recul par rapport à ce que tu fais au quotidien, tu vas apprendre et tu vas tout le temps te nourrir aussi de ça. Et c'est pour ça que bâtir, c'est important. Je crois, il y a, pour moi, et c'est très personnel, mais il y a rien de pire que d'avoir 10 idées sous la douche et de pas en mettre une seule. Moi, je trouve ça dingue de voir des gens qui disent j'aurais dû le faire. Fais-le. Ouais. Mais il y a rien de pire que ça parce que tu dis j'ai pas fait ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Et la vie, honnêtement, c'est marrant, quand on a 25, on la trouve longue, mais plus on avance, plus on la trouve courte. Ouais. Je pense que c'est souvent un problème de méthode. On sait pas par où commencer, on sait pas comment poser le problème, on sait pas comment poser l'idée, et ça fait trop peur de se dire ok, bon, j'ai une idée, mais mais parfois je commence quoi. Ouais, mais parfois il faut revenir au basique et se dire qu'est-ce qui est essentiel, et puis je démarre sur l'essentiel, et puis je verrai et je construirai au fur et à mesure. Ouais. Donc les Américains le disent bien d'ailleurs, ils disent think big et start small. Compliqué, mais mine de rien, c'est pas du tout ce qu'on a fait sur Woos. Ok, mais on a think big, mais on a start big aussi. Donc mais n'empêche que quand tu te poses la question de ça, et je le dis d'autant plus que
on a commencé comme ça parce que j'étais pas à ma première expérience, j'étais à ma 5e boîte. Mais ma première boîte, j'ai commencé avec des associés, avec une petite équipe, je savais pas par où commencer, et c'était pas très grave d'ailleurs, parce qu'on avait l'énergie de la nouveauté, et c'était génial. Mais encore une fois, on a commencé petit, on a grandi, et puis la deuxième expérience était un peu différente, la troisième était un peu différente, la cinquième elle était très différente, tu vois. Mais parce que j'avais envie aussi de faire un truc très différent. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a commencé comme ça, et on aurait pu se planter, c'était comme ça, c'est la vie. Donc ouais, je pense que ce qu'il faut, c'est trouver un angle, commencer, et puis tu vois ce que ça donne, quoi. Ouais. Je profite que tu sois un lecteur aguerri pour te demander si tu aurais une recommandation à nous faire sur un ouvrage qui t'a plutôt marqué. Putain, j'en ai plein. Non, mais c'est super dur parce que suivant les différents thèmes, je peux te donner vraiment. Allez, j'en ai. Je peux. T'en veux un ou t'en veux deux, trois? Non. On a le temps. Moi, le premier qui me vient à l'esprit comme ça, c'est un bouquin. En fait, je commence toujours mes confs par une question qui est quelle est la proportion d'enfants qui ont dans le monde entier qui ont eu la chance d'avoir le vaccin le plus important dans le monde, qui est la DT polio. Et je leur dis, est-ce que c'est 20%, 50% ou 80%? Et ce qui est assez dingue, c'est que en fait 90 à 100% des gens répondent faux à cette question. Okay. Et en fait, cette question, c'est pas moi qui l'ai créée, mais je l'ai chopé d'un bouquin qui s'appelle Factfulness. Okay. Et vraiment, je le conseille à tout le monde. C'est un bouquin génial d'un type qui malheureusement nous a quittés. J'ai peur d'écorcher son nom. Donc, je mettrai la ressource. Voilà, mais description. Mais c'est extraordinaire. C'est un data scientist qui est décédé d'un cancer du pancréas il y a un an, je crois, ou deux, qui a fait un TEDx qui a été, je crois, vu 40 millions de fois. Okay. Et le type, dans son bouquin, il commence en te montrant une vision du monde. Il te dit, voilà, ça c'est le monde. Et tu dis, ouais, ça c'est le monde. Et tu dis, ouais, c'est le monde. Mais en 1960. Le monde aujourd'hui, c'est plus ça. Et là, il te montre le monde aujourd'hui. Et là, tu dis, oui, je suis complètement à la ramasse. Il se trouve, je vais péter ma conf en disant ça, mais c'est pas grave. Mais il se trouve que la plupart des gens pensent que il y a 20% des enfants qui ont été vaccinés en fait dans le monde entier. En vrai, il y a 88% des enfants qui ont été vaccinés. Okay. Tout comme il y a 88% des gens qui ont accès à l'électricité stable, etc., etc. Ouais. Donc en fait, la vision qu'on a du monde est pas du tout celle à laquelle enfin c'est pas celle qu'on a en fait en vrai. Et ça montre bien qu'il faut baquer par de la donnée. Et qu'on peut pas avoir tout le temps. Moi, je suis toujours effaré par le nombre de spécialistes en France de la vaccination, du Covid, de la Russie, etc. Mais en fait, en vrai, être spécialiste, c'est aussi avoir ces données-là. Donc voilà, Factfulness, moi je trouve ça extraordinaire parce que ça bouleverse les idées reçues. Deuxièmement, je peux pas m'empêcher non pas de citer un livre, mais de citer un auteur qui moi m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune manager, et je continue à être vraiment perfusé par ce type. C'est Kenneth Blanchard. Okay. Kenneth Blanchard, c'est un auteur. Alors oui, j'aurais pu citer Michael Porter et citer plein d'auteurs sur le management qui ont théorisé et j'adore, hein. C'est Kenneth Blanchard. Si vous aimez Le Petit Prince, c'est Le Petit Prince à la bonne management. Donc il y a toujours le vieux manager, le jeune manager, et puis on tire toujours une leçon. Et il a écrit des bouquins qui ont fait des millions d'exemplaires vendus, qui sont The One Minute Manager, qui sont un bouquin extraordinaire, c'est The One Minute Apology, c'est comment s'excuser véritablement. Le mec, il te dit, en fait, tu peux dire je suis désolé, mais en fait ça coûte rien, donc tu t'excuses pas vraiment. Ouais. Vas-y, maintenant viens t'excuser, dis-moi je suis désolé, et pour réparer, voilà ce que je vais faire, et voilà ce que ça va me coûter. Là, on commence à discuter, tu vois. Moi, j'utilise ça sur mes enfants, ça. Ah ouais. Mais vraiment, excellent. Non, mais vraiment, c'est hyper important. Et toute la collection des Kenneth Blanchard est extraordinaire. Qui a piqué mon fromage, qu'il a écrit avec Spencer Johnson, qui est un des grands psychologues américains. C'est génial. C'est l'histoire de deux petites souris et deux êtres humains qui vont qui tous les matins vont chercher du fromage pour se nourrir dans un labyrinthe. Okay. Et puis un jour, les petits bonhommes et les petites souris trouvent une réserve de fromage de dingue. Et en fait, tu vois, les gars, ils se levaient le matin de bonne heure, tu vois, 6h du matin, ils mettaient les tennis, parce qu'ils étaient pas sûrs dans le labyrinthe de trouver du fromage. Donc, ils mettaient leur tennis, machin, ils allaient courir dans le labyrinthe. Et puis, maintenant, ils savent où est la pièce où il y a plein de fromage. Les petites souris, elles sont un peu bêtes, tu vois. Donc, tous les matins, elles, 6h du mat, tennis, et hop, elles vont chercher le fromage. Et les petits bonhommes, eux, comme ils savent où il est, le fromage, de 6h du mat,
Ils se lèvent à 7h, puis après à 8h, puis après à 11h, puis après à midi. Puis un jour, ils arrivent et il y a plus de fromage dans la pièce. Oui. Et là, t'as tout un conte philosophique. Mais c'est vraiment génial. Hein. Enfin, moi, c'est un bouquin que j'ai énormément utilisé en management, mais vraiment que j'ai donné à des gens de mes équipes, et comme je donne à lire à mes enfants. Tu vois, c'est voilà. Donc Kenneth Blanchard, pour moi, c'est un type, mais parce que c'est hyper facile à lire. Ça, on se prend au jeu comme le Petit Prince, et ça marche super bien. Enfin voilà. Après, le bouquin de Gérald Carsanti, leader du troisième type, extraordinaire, parce que tu t'apprends les types libidineux-freudiens, tu vois la différence entre les leaders du 20e et les leaders du 21e, tu comprends pourquoi. On a changé vraiment de forme de leader entre le 20e et le 21e, et pourquoi les grands leaders du 20e comme Jack Welch ou son nom m'échappe, l'ancien patron de Microsoft, pas Bill Gates bien évidemment, mais Steve Ballmer. Pourquoi Steve Ballmer c'était un leader du 20e, et pourquoi maintenant t'as Satya Nadella à la tête de Microsoft, et pourquoi Satya Nadella fait des miracles alors que Steve Ballmer a failli mettre la boîte dans le mur. Donc voilà, je peux t'en citer plein qui sont, enfin bon, la chance qu'on a maintenant, c'est d'avoir un accès à plein de bouquins, à plein de, voilà, je vous conseille le dernier interview de Kevin Kelly, le type qui a créé le magazine Wired, sur le technium et sa façon de voir la techno, et d'un mec qui est concrètement techno-optimiste, et honnêtement, moi c'est plus simple, je partage ses points de vue, mais c'est génial à lire. Ok, bah écoute, je mettrai tout ça en ressources, puis surtout moi j'irai les lire parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc génial, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais, est-ce qu'on t'a donné plutôt un conseil, non, je vais le refaire, pardon. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné dans ta vie? Je sais pas si, enfin, je vais te dire c'est sur plusieurs axes en fait. Le premier conseil, on l'a pas donné, je l'ai piqué par mimétisme en fait. C'est ce que j'ai vu de mes parents, c'est-à-dire que tu lis et tu bosses quoi. En fait, tu lis beaucoup, tu bosses et tu t'instruis. En fait, la culture c'est super important. En fait, globalement, l'intelligence c'est le moteur, mais si à un moment tu mets pas d'essence dedans, en fait t'as un moteur sans essence quoi, ça avance pas. Hein. Et donc voilà, ça c'est le premier truc, et je reviens là-dessus parce que tu parles de, enfin c'est quoi les bouquins que je recommande, etc. Mais de façon assez générale, la lecture c'est super important. En fait, quel que soit le bouquin, à un moment donné tu vas en tirer quelque chose. Donc ça c'est premier truc. Deuxième truc, je vais être complètement décalé, probablement par rapport à ce que les gens attendent, mais moi j'ai toujours été de nature à énormément travailler, mais vraiment beaucoup travailler. Et je parlais de gens qui ont beaucoup compté dans ma vie pro, et les premiers à m'avoir donné ma chance et m'avoir fait bosser, c'est Bruno Chaumel et Jean-François Fallacher. La réalité, c'est que quand j'ai bossé avec eux, je bossais jour et nuit et 7 jours sur 7. Et tu vois, il y a un type qui m'a appris aussi à m'arrêter et à profiter de la vie, tu vois. Et en fait, je suis désolé, je pourrais vous dire, allez-y, ça c'est génial, et le conseil qu'on m'a donné, c'est ça. En fait, je pense que l'un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, c'est de profiter de la vie, en fait. C'est à un moment donné de s'arrêter et de profiter. Et en fait, je pense que trop souvent, quand la vie s'arrête pour quelqu'un, moi j'ai jamais vu quelqu'un me dire putain j'ai vraiment beaucoup trop envie et pas assez travaillé quoi. Donc ça se traduit comment pour toi aujourd'hui? Ça se traduit par passer du bon temps avec mes potes, avoir une cave à vin bien remplie qui me permet de sortir des bonnes bouteilles et les partager avec mes potes. C'est aller faire des choses qui me plaisent. Ça veut pas dire que et je le retrouve chez Woos. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on dit nous on est comme au rugby, on joue deux mi-temps hyper intensément, mais on fait aussi des vrais troisième mi-temps, et ces troisième mi-temps elles sont hyper importantes. Donc en fait, je retrouve partout, et chez Woz et dans ma vie. Donc, mais il faut savoir s'arrêter. Je dis ça parce que en fait, quand t'es entrepreneur, souvent tu vois des problèmes partout, t'as des problèmes à gérer partout. On peut y passer jour et nuit. Hein. Et voilà. Et en fait, la réalité, c'est que quand tu t'arrêtes 2 minutes, que tu profites à un moment donné d'un bon moment, en fait, tu prends du recul et souvent tu reviens avec la solution. Et donc, la solution, c'est pas toujours de travailler 17 heures par jour et de. Donc voilà, moi, j'incite personne à envoyer des mails à 2 heures du matin. Jamais, vraiment, c'est pas une bonne chose.
Ça veut pas dire qu'il faut pas bosser, mais c'est-à-dire qu'il faut apprendre à s'arrêter. Il faut apprendre à profiter de ses enfants, profiter de sa famille, profiter de, tu vois, enfin, c'est hyper important. Bien sûr. Hyper important. Donc voilà, moi je prends des vraiment, et puis j'ai la chance d'avoir une femme qui comment dire, drive bien ce sujet, c'est-à-dire qu'elle sait me dire maintenant ça suffit. Donc, si tu veux, mais vraiment, enfin c'est à la limite de la dictature, hein, mais on sent qui est le patron à la maison, donc voilà. Et ça mais profitez. Mais je le dis parce que si t'as beaucoup d'entrepreneurs qui t'écoutent, en fait, souvent on va dans l'extrême en fait. On s'arrête pas, on s'arrête jamais. Et en fait, le fait de s'arrêter, le fait même de discuter de ses problèmes avec ses potes, les mecs disent bah attends, t'as pas de problème en fait. Et souvent c'est pas de relativiser. Donc voilà, je pourrais te donner le conseil comme m'a filé un vieux sage, etc. Mais en vrai, celui-là, moi, il me permet de profiter chaque jour de Ooze beaucoup plus que ce que je faisais avant. Ouais, bien sûr. Bah écoute, merci beaucoup. Jean-Philippe, merci, c'était vraiment top. J'ai passé un super moment, j'espère que toi aussi. Merci Thibaut, c'était super. J'ai appris énormément de choses. Je pense que ceux qui nous ont écoutés aussi, tu nous as partagé vraiment énormément de perspectives et de ton point de vue et tout le vécu que vous avez pu avoir. Donc chez vous, c'était vraiment génial. Où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver, LinkedIn, tes réseaux? Écoute, LinkedIn et Woz, hein, tu peux t'abonner, mais sinon LinkedIn, c'est là où je poste, pas toujours régulièrement, mais je poste et je poste les actus de Woz, je poste les actus sur les technos. Quand je modifie ma conf, généralement je poste là, donc voilà. Génial. Bah écoute, je mettrai tout ça en ressources. Merci Thibaut. Merci encore de nous avoir partagé tout ça. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est nécessairement que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!